Comment t'es dans la tête là? Il en ressort qu'il faut encore rêver plus grand. C'est toujours facile quand on voit sur les réseaux un tel il fait ci, un tel il fait ça. Mais ce qu'on voit pas, c'est le travail derrière. Comment on arrive à se dire, on le fait, on y va et on sort de sa zone de confort? Ma première expérience d'aventure, la première fois que j'ai dormi tout seul dehors, en fait, c'était à 14 ans. Quand on me demandait ce que je voulais manger, je disais toujours pareil que la personne d'à côté. Ouais. Genre chicken, fish. Bon, moi, ça m'a redonné plus foi en l'humanité de voyager qu'à l'inverse. Je savais quand j'ai créé cette chaîne YouTube il y a 5-6 ans que c'était le début, il fallait avoir confiance en soi et ça allait être beau parce que plus tard je vais avoir filmé mes débuts quoi. À la loterie de la naissance, on a vraiment sorti le gros lot même si on ne veut pas toujours l'avouer. C'est quoi la suite? Action! Salut Benoît, Salut Richard, est-ce que ça va? super. Et toi? Ouais, écoute, ça va très très bien. Je suis très content d'être ici. On est accueilli par Vintage Rides, donc on est dans les bureaux de VR. Donc pourquoi on est dans les bureaux de VR? Parce que Vintage Rides et moi, c'est aussi une longue histoire et c'est aussi un endroit qui sent bien l'aventure. Donc il y avait vraiment une importance pour moi de t'inviter ici, d'être reçu par Vintage Rides pour parler d'aventure. Et quoi de mieux que de parler avec toi, Benoît, parce que tu as beaucoup de choses à nous dire sur justement l'aventure. Et alors tu le sais parce que tu es un vrai fervent écouteur, et même tu m'as dit que ta famille écoutait Exactement, ouais. Rider Radio. Et donc moi j'ai une question que tu dois connaître qui est, pour toi, quelle est ta définition de l'aventure? Pour moi, la définition de l'aventure, c'est faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Beaucoup maintenant le mettent par rapport au voyage, mais entreprendre, pour moi, c'est une aventure. Ouais, je suis Dans d'accord. quelques domaine, mais entreprendre, c'est une aventure. Est-ce que toi, dans cette définition, tu te sens aventurier dans le sens d'entreprendre? Tu parlais de voyage aussi, ce qui est l'essence un peu étymologique du mot, mais c'est vrai qu'il y a plein d'éléments qui tournent autour de l'aventure. Est-ce que toi, tu te sens aventurier dans cette définition? Je me sens assez aventurier, mais plutôt aventurier 2.0, Ouais. avec les nouvelles technologies et le monde qui va assez vite. Mhm. Mais je me sens aventurier dans le côté voyage, mais aussi dans ma vie personnelle. Je me sens essayer d'entreprendre beaucoup de choses. Mhm. Et alors, dans cette définition que tu viens de donner, est-ce que toi, t'as pu les mettre en œuvre? C'est quoi tes premières expériences de voyage ou en tout cas d'aventure? D'aventure, je pense que mes premières expériences d'aventure, c'est à mon adolescence, Ouais. à vélo, avec les copains, quand on partait crapahuter dans nos coteaux, Mhm. passer des rivières, monter des montagnes, se demander si on va réussir à rentrer chez soi parce qu'on est déjà épuisé, mais on est à 15 km de la maison. Quand on a 12-13 ans, c'était ça mon aventure et c'est ça mes premières aventures. Toi, tu avais déjà cette sensation que c'était une aventure quand tu les vivais quand tu étais ado, ou c'était juste, ouais, comme tous les ados, tu joues et tu pars et tu t'en vas avec les potes, quoi. Non, je me rendais pas trop compte Ouais. des fois de l'insouciance un peu qu'on avait parce qu'on partait loin, des fois on se traversait les rivières et ouais, Toi, tu as un petit accent, tu viens du sud-ouest, non? exactement, Ouais. exactement. On l'entend souvent, mais les gens me reconnaissent beaucoup avec ma voix des Mhm. fois et voilà, très fier d'être un produit du Sud-Ouest. T'as raison, t'as raison. Très belle région. Est-ce que le fait d'être dans cette région-là, c'est vecteur d'aventure? Est-ce que le fait d'être dans une région différente, on peut sentir plus l'aventure qu'à d'autres endroits? Alors j'imagine que, tu vois, quelqu'un qui est plus urbain, ici on est à Lyon ou à Paris ou même à Marseille, on a peut-être moins la chance de pouvoir prendre son vélo et de partir justement dans les coteaux, faire un peu et partir comme ça lointain. Est-ce que déjà le fait d'être dans une région comme la tienne, ça t'a permis d'engranger un peu ces envies d'aventure? Ses envies et un peu cette confiance en soi aussi. Ouais. Petit à petit, ça s'est développé la confiance en soi. Et oui, je pense que c'est un peu plus facile que dans le milieu urbain. Hmm. Là, c'est tes premiers tours d'aventure à vélo, etc. Est-ce que la moto, elle est arrivée assez vite, ou c'était pas du tout quelque chose qui était en toi? Si, elle est arrivée assez vite. Je viens d'une famille très motarde, D'accord. c'est la passion commune. C'est eux qui t'ont transmis cette, Ouais, cette envie d'être... mes deux parents, Ok. Ah, tes deux parents? ouais, ma Ok. mère conduit une moto aussi, mon Trop père bien. aussi. Ok. Et depuis tout petit, il y a des motos. Moto routière, comme ça. Ouais, Eux, ils voyageaient aussi comme ça? ils voyageaient, mais surtout en France. Avec le boulot qu'ils avaient, ils avaient du mal à partir à l'étranger. D'accord.
Mais oui, ils me racontent souvent les voyages en Corse ou Ouais, partout en France. Et les amis de mes parents sont des motards. J'étais un peu baigné dedans. ok. Mais quand j'étais en vélo, j'avais déjà des motos. J'avais un Piwi 80 depuis mes 8 ans. Ok. Mais j'aimais faire du vélo aussi Mhm. pour le côté sportif. C'était intéressant. Bah ouais, bien sûr. Et alors, Piwi 80, première expérience Bacon. Et vraiment, là, t'as ces parents qui baignent, enfin, qui t'ont baigné dans cet univers moto. Donc, c'était un peu la suite logique, toi, de te lancer à moto. En fait, ce qui m'intéresse, c'est comment on, on vient du sud-ouest et qu'on se dise, tiens, en fait, le monde est vaste et on décide de partir. Et on a beaucoup discuté ensemble et on verra dans ce podcast que finalement, tu es quand même allé bien, bien loin de ta terre natale. Euh, comment le cheminement est arrivé et comment t'es parti, quoi, tu vois? Mais je pense que ça vient déjà de ma grande curiosité que j'ai. D'accord. Envie de découvrir un peu partout, sans de jugement. Mhm. Et le fait aussi un peu un manque de ne pas être reparti en vacances quand j'étais petit avec mes parents, parce qu'ils sont agriculteurs, éleveurs D'accord. bovins. Ouais. Du coup, on était bloqués à la ferme. Les fois où on partait en week-end, c'était 2 3 jours. Les vacances, Mhm. on n'a pas connu. Mais souvent, à la télé, il y avait beaucoup d'émissions sur les pays étrangers, comme Échappée Belle ou d'autres. Et c'est ça qui m'a éveillé ma curiosité. Ok. Une envie là ouais, de découvrir d'autres contrées, quoi, déjà. Voilà, exactement. Ouais. Mais c'est marrant parce que le fait de ne pas pouvoir le faire t'a donné envie de le faire. Et oui, c'est toujours. C'est toujours comme On ça. veut faire ce qu'on n'a pas au bout. Ouais, C'est souvent comme ça, ouais. ouais. Alors je sais que tu m'avais raconté, on avait préparé un peu cette interview, pardon, que tu as eu ton premier, on va dire ta première fuite, on va dire, en avant. C'était lié à un peu peut-être une embrouille, quelque chose comme ça. Voilà, ouais, ma première expérience Ouais, d'aventure. La première fois que j'ai dormi tout seul dehors, en fait, c'était à 14 ans. ok. Je m'étais un peu embrouillé avec les patrons. Je m'étais un peu embrouillé avec les parents parce que j'ai un peu de caractère. Mhm. Mais j'avais déjà une 50 à l'époque, une 50 à boîte, une Derby. Ok. Sauf qu'ils se doutaient que j'allais prendre un peu mais, la fuite, quoi, au moins pour l'après-midi. Mhm. Du coup, ils m'avaient pris les clés de la moto. Et j'ai dû partir, enfin, je suis parti en vélo. Mais les flics m'ont retrouvé le lendemain à midi, à plus de 100 km de chez moi. 100 kilomètres. Ouais, j'avais dormi tout seul dehors sur la banquette d'un bar, à côté du canal du Midi, pour ceux qui connaissent. Ouais. Et c'était une chouette expérience. C'était vraiment une chouette expérience. Ah, t'as fait quand même 100 bornes alors, en pratiquement 24 heures, quoi. Mm. Ah, t'étais motivé, hein. Tu voulais être loin, quoi, là, Ouais, déjà. ouais, moi, si les flics m'auraient pas arrêté, je serais allé jusqu'à l'océan, hein. Mais ils me cherchaient, ils m'ont fini par me trouver. Ouais. Et comment t'as vécu ce truc-là de partir déjà en solitaire? Ouais, il y avait peut-être plein d'émotions qui ont fait que déjà il y avait cette envie de partir. Je ne veux pas rentrer dans ce détail-là, mais est-ce que tu as ressenti déjà cette envie d'être seul et de partir, quoi? Ça a commencé à la développer. Après le premier voyage seul que j'ai fait sur plus long terme, je n'avais pas trop aimé l'expérience. Et au final, maintenant, j'apprécie beaucoup voyager seul. Mais je me rappelle, c'était pendant un Tour de France en stop. J'ai D'accord? beaucoup voyagé en autostop. Je suis allé juste en Grèce. Mais à 17 ans, j'ai fait un Tour de France en stop. Et là, je dormais tous les jours chez l'habitant. J'avais pas pris de tente. J'avais pris que le sac de couchage. Et même ici, à Lyon, c'est la seule ville où je suis resté 2 nuits. Et je m'étais promis d'y vivre un jour. Et j'ai vécu 3 mois quand j'avais 19 ans. D'accord. Mais c'est l'aventure s'est développée aussi comme ça, quoi. Donc là, ouais, c'est une vraie aventure, hein, faire du stop, dormir chez l'habitant. C'est comment? C'est dur. C'est en France en plus, hein. Ouais. Ouais, donc on a un peu l'image de peut-être même nous, et puis finalement quand on vit les choses, c'est pas une vérité, mais on a le sentiment que dans beaucoup de pays, c'est plus accueillant, c'est plus hospitalier, etc. Là, sur un voyage en France, en stop, et dormir chez l'habitant, tu t'étais souvent bien accueilli? Ça n'a pas toujours été facile, Ouais, mais j'ai toujours réussi à trouver un autre pour dormir, toujours des gens pour me déplacer en stop. d'accord. Et oui, je pense que c'est un peu la facilité de dire qu'en France, on n'est pas accueillant et que dans les autres pays, c'est plus accueillant. Mhm. Nous, dans le terroir, les gens bon, ont un peu leur caractère, mais sont quand même accueillants. C'est comme accueillir, ouais. Et ça a duré combien de temps? Ça a duré un mois. Un mois, Un ok. mois, et j'ai bougé tous les jours.
J'ai fait Ok. un vrai Tour de France, que je suis allé jusqu'à Concarneau en Bretagne, Trop à bien. Lille, mais même un peu plus, j'ai pu pousser jusqu'à Bruxelles. Ouais, Tout ça en stop, un peu la Suisse aussi. génial. Et voilà, ça m'a permis de découvrir la France, que souvent on me dit, Benoît, maintenant tu pars partout dans le monde. Mais moi, avant d'être parti partout dans le monde, j'ai découvert la Hmm. France et après un peu l'Europe. T'avais quel âge là à ce moment-là? Là, j'avais 17 ans pendant le Tour de France en 17 stop. ans. 17 Ouais. ans, c'est incroyable en vrai. Mm. Et actuellement, là, j'ai 25 ans, bientôt 26 ans. Ouais. C'est incroyable, hein, 17 ans, d'avoir cette envie, cette maturité, de se dire, tiens, et puis être un peu confiant. Tu parlais de confiance tout à l'heure, être confiant et se dire, bah, en fait, tout va bien se passer. Et tes parents, ta famille, ils ont vécu ça comment, de te laisser partir comme ça, à peine 17 ans, faire le Tour de France, en stop surtout. Mais je leur ai pas trop demandé leur Ouais, c'est avis, ce hein. que je me suis dit. Mais ma mère, elle me dit, tu rentres ce week-end? Je lui dis non, je sais pas, je suis rentré un mois après. Mais j'ai Hmm. donné des nouvelles. T'as donné des nouvelles. Et Au moins, quand même. voilà. Et j'étais déjà apprenti dans le bâtiment à l'époque. Du coup, Ok. j'avais quand même mon argent de côté. Ouais. C'était pendant le mois d'août. Mhm. En septembre, je reprenais un travail. Ok. Malgré mes folies, j'étais quand même assez cadré. Et Hmm. c'était juste que voilà, j'avais envie de vivre des jolis étés. Et du Bah coup, je ouais. partais un peu Ah, ça souvent doit comme être ça à ouais, c'est l'aventure. une super aventure. Bah, ça, c'est un truc qu'on devrait conseiller à tous les jeunes en vrai, hein, d'aller découvrir la France, de se débrouiller tout seul. Moi, j'ai pas eu cette envie à ce moment-là, hein, à 17 ans, de me dire bah tiens, je vais partir. T'as d'autres envies, d'autres choses à voir. On a tous un cheminement un Mm. peu, un peu différent. Mais ce que je trouve intéressant en te connaissant en plus, c'est qu'il y a un vrai. Enfin, il y a comme une formation en fait, tu vois. Il y a des étapes, des steps pour arriver là où tu es aujourd'hui. Et on arrive à bien comprendre que bah, en fait, des fois, ça se fait peut-être pas comme ça, d'un coup. Mais les expériences du début de notre jeunesse jusqu'à aujourd'hui ont fait qu'on engendre des choses pour être encore bah, meilleur et de prendre de l'expérience et de vivre des Mm. choses plus fortes encore. Voilà, mais ça fonctionne aussi si on n'est pas forcément jeune, même s'il y a des gens de 40, 50 ans Je suis qui se d'accord. mettent un peu au voyage en moto. Il faut commencer par sa région, Hmm. après la France, après les pays frontaliers, par Mhm. exemple. Mais voilà, faut pas, il y a des étapes un peu à respecter, prendre Mhm. confiance en soi, son matériel, et tout ça, ça se fait pas du jour au lendemain. Ouais. Après cette étape-là, toi déjà, de cette expérience-là, tu parlais de confiance, qu'est-ce que ça t'a apporté d'autre aussi? De savoir qu'en fait, il n'y a pas de limite, que tout est possible. Est-ce que déjà, à ces 17 ans, après cette expérience de un mois, tu t'es dit, mais en fait, c'est pas assez, c'est pas suffisant, je veux faire autre chose, quoi, encore? Oui, ça m'a donné envie de partir un peu plus loin, mais ça m'a aussi donné confiance un peu aux gens, que c'était pendant des élections en plus. Ok. Souvent, quand il y a les élections, la France se divise un peu en deux ou en Mhm. plusieurs parties. Je me suis dit, bon, mais il y a quand même encore de l'humanité même en France et casser un peu cette image-là. Mais moi, c'est beaucoup Nuit culottée. C'est une émission qui passe sur Ouais, N5, carrément. Ouais. Ouais. sur la France 5 qui m'a donné envie. Ouais. Et c'est aussi pour ça maintenant que je fais des vidéos, c'est pour un peu redonner l'appareil à moi. C'est des vidéos qui m'ont donné envie de Mhm. voyager. J'irai dormir chez vous et Nuit culottée. Et maintenant, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup filmer les locaux. Ouais. Bah, c'est vrai que Nuit Coloté, c'est vrai que c'est marrant. Ils arrivent à faire des trucs incroyables. Et c'est vrai qu'ils donnent envie, ils donnent envie. Et puis surtout, ils donnent une image. Bah, en fait, quand tu me parlais de Stop, je pensais à eux parce qu'en fait, ils donnent une vraie image humaniste de la France. Que nous, au final, on connaît quand même, hein. On voit quand on voyage même en France que, en fait, on vit aussi des belles choses avec des belles rencontres avec les gens qui vivent dans notre propre pays. Et on fait aussi de rencontres chez nous. Ce podcast sert à ça aussi, sert aussi à donner envie à des gens de partir, en toute humilité, hein, mais par ce que tu dis, par rapport à ce que d'autres disent des voyages et des envies ou d'entreprendre, etc. On a envie de projeter les gens et dire qu'en fait, il n'y a plus qu'à y aller, quoi. Voilà, ouais. Exactement, et on peut commencer par la France. C'est ça. Est-ce que déjà, le fait de se dire, bah tiens, j'ai fait la France, est-ce que maintenant que t'es un petit peu rodé, est-ce que ça y est, t'as envie de passer les frontières? Un peu, mais j'avais une grosse difficulté, c'est que j'avais beaucoup de problèmes dans les langues, Ouais, dû à ma dyslexie. d'accord, Et du coup, même au collège, j'avais été dispensé d'anglais, d'accord. et j'avais vraiment zéro base en anglais, en espagnol, pas beaucoup plus. Alors, c'était beaucoup la barrière de la langue qui Mhm. me bloquait.
Alors maintenant, je suis très content quand il y a des gens qui me disent: «Ah Benoît, quoi, toi, tu as de la chance, tu peux voyager, tu parles plusieurs langues». Mhm. Tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, c'était le français, j'avais déjà du mal avec le français, j'allais à l'orthophoniste plusieurs fois par semaine, j'avais des cours D'accord. adaptés, des brevets adaptés. Mhm. Enfin, c'était pas facile. Du coup, ça me bloquait beaucoup, c'était la barrière de la langue. D'accord. Alors, le premier pas à l'étranger, ça a été fait avec un ami, mon meilleur ami. On a fait un tour d'Europe en train, lui qui parlait bien correctement anglais, Ok. et moi qui parlais pas du tout. Par contre, le défaut de partir avec quelqu'un qui parle bien anglais, c'est que tu te reposes que sur lui. Hmm. Et du coup, T'apprends un peu tu ne moins? progresses pas du tout. Enfin, moi, Ouais. je n'avais pas du tout progressé. Mais après, je D'accord. partais vraiment de rien du tout. Mhm. Et pareil, alors c'est marrant parce que tu as fait le stop, le vélo, plus ou moins, Ouais, et puis le train. ouais. Pourtant, comment ça se fait que tu décides de faire enfin, le train, c'est génial hein, de voyager en train, c'est super. J'ai déjà, moi, posé ma moto dans un train en Inde Ah ouais, pour traverser. Ouais, ouais, parce que bon, on était un peu limité par le temps des visas et c'était en Inde et il y avait une grosse région à traverser qui est la région où se trouve Bombay, en fait. Et je devais aller dans le Rajasthan. Et on s'est dit, tiens, ça pourrait être cool, tu sais, de mettre la moto dans le train et d'arriver directement au Rajasthan. Et donc les voyages en train, c'est super. Euh, mais là où je me pose des questions, c'est vu que tu arrives, enfin que tu es dans une famille de motards, ça t'a pas donné tout de suite envie de voyager à moto ces contraintes de langue déjà, premièrement, ou c'est simplement que tu n'y avais pas pensé ou que c'était pas envisageable déjà, c'était pas ancré en toi. non, c'est que j'aime aussi faire différemment, pas que D'accord. la moto, parce que déjà, quand j'avais 18 ans, j'avais eu le permis 50, le Ouais. BSR. Après, j'avais à 16 ans, j'ai passé le 125. Mhm. À 18 ans, à 18 ans et demi, j'ai passé le gros cube. Mais je pense que j'avais pas encore le gros cube quand j'ai fait le tour d'Europe en train. Après, c'était avec un copain. En plus, mon ami est motard aussi. Ok. Mais non, ça nous plaisait. En fait, on l'a fait avec le billet Interrail, qui est un Ouais. billet pour les jeunes, qui est pas trop cher aussi économiquement. C'est intéressant C'était intéressant de économiquement aussi. pouvoir Ok. se déplacer en train comme ça. Et c'est un peu sécurisant aussi. Il n'y a pas le Hmm. problème de la route et tout ça. Parce qu'il faut pas oublier qu'en voyage en moto, la route, c'est quand même très dangereux. Ouais, tout à fait. Et là, t'as quel âge à peu près? Là, j'ai 25 ans. Bientôt 26. Non, non, mais là oui, mais du coup, quand t'étais, pardon, 18 ans pile. 18 ans. Ouais, 18 ans pile. t'as enchaîné quand même très jeune Chaque été un pas peu, mal de voyages. Ouais. Ouais. je faisais pas mal de choses. Ouais. Et donc, du coup, l'été d'après, c'était pareil, dans le même esprit, toujours de vouloir découvrir des choses. Peut-être, peut-être sortir un peu de ta zone de confort, aller chercher un peu plus Ouais, de l'été l'étranger. d'après, ça a été un gros gap. À 19 ans, je suis parti pour la Nouvelle-Zélande. Mais là, un pays comme vous en doutez, qui parle pas anglais. Enfin, qui parle Nouvelle-Zélande, anglais. ouais. Et Ouais, moi, je ne parle pas anglais. ouais. Et je me rappelle de certaines anecdotes. Par exemple, dans l'avion, quand on me demandait ce que je voulais manger, je disais toujours pareil que la personne d'à côté. Ouais, Alors, chicken, chicken, fish, fish. Je ne choisissais pas ce que je mangeais, mais je suis arrivé en Nouvelle-Zélande. La douane, ça avait été un peu compliqué aussi, ouais. même pour trouver l'hôtel. Parce que je pensais que j'avais Internet sur le téléphone. Mhm. Et quand je suis arrivé, j'avais fait du hors-forfait à Hong Kong. Du coup, j'avais plus Internet. Ok. Alors, c'était un peu compliqué de trouver l'hôtel. Même le premier check-in, quand on m'a expliqué les règles de l'hôtel, oui, 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 enfin, yes, 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 mais j'ai Hmm. rien compris. Est-ce que à 19 ans, en sachant qu'on parle pas anglais, pourquoi on décide d'aller aussi loin, quoi? Mm. Pourquoi on décide d'aller si loin, de se mettre vraiment. Alors, ça, c'est une définition de l'aventure, hein, sortir de sa zone de confort, mais tu avais des pays qui étaient peut-être un peu moins loin. Pourquoi décider comme ça de partir à l'autre bout de la planète, un endroit en plus où ça parle vraiment anglais, quoi? Non, ouais, la raison est pas très joyeuse. C'est Ok. à la suite d'un décès d'un ami, à Ok. 18 ans, que lors de son enterrement, je me suis promis de plus jamais trouver d'excuses et de vivre mes rêves. Hmm. Et mon rêve, c'était un peu d'aller en Nouvelle-Zélande par rapport au All Black. Nous, dans le sud-ouest, on joue beaucoup au rugby. Du coup, ça m'attirait beaucoup. Aussi la nature. Il n'y avait pas trop d'informations des gens qui l'avaient fait en moto. Et moi, je voulais absolument le faire en moto. Et voilà, c'est pour ça que je suis parti là-bas, avec la mentalité de me dire Benoît, tu ne te trouves plus d'excuses pour réaliser tes rêves. Hmm. C'était un vrai déclic, ce moment qui était difficile pour toi. Tu t'es dit que c'était quoi? C'était que la vie est trop courte pour. Et je me suis dit que Pour- la vie est courte, oui, c'est le pire jour de ma vie, Hmm. et que ça peut s'arrêter surtout d'un moment à un autre. C'est pas parce qu'on est jeune que ça peut pas s'arrêter, quoi. Hmm. Donc là, il y avait vraiment
cette envie d'y aller, quoi, de foncer, de vivre les choses à 100%, vivre l'instant présent et de réaliser ses rêves, quoi. Voilà, ouais. Mm. Ne pas regretter plus tard Ouais, et se dire qu'on va finir par y arriver. Ça va pas être facile, mais on va y ouais. arriver. Ouais, je comprends, je comprends. Et puis c'est vrai que c'est des moments qui sont forts et qui marquent un homme, c'est une certitude. Ouais. Mais tu parlais de rugby, moi je suis de Clermont. Donc le rugby, Nouvelle-Zélande, je connais, j'étais en Afrique du Sud il n'y a pas très longtemps. Et c'est marrant les terres de rugby parce qu'il y a des connexions qui se font et il y a une mentalité qui est marrante. Et de retrouver des mentalités qu'on connaît dans nos régions et à l'étranger, c'est cool. Donc tu as dû vivre une belle aventure. Comment ça s'est passé? Alors là tu viens de le dire, tu veux aller en Nouvelle-Zélande. Il y a eu ce fameux déclic de vraiment tout prendre pour soi et de vivre l'instant présent. Mais tu as dit à moto cette fois-ci. Ouais. Là, je me suis dit, tu as voyagé un peu différemment. Quand même, le truc qui t'attire depuis que tu es petit, c'est la moto. Tu as toujours eu des motos quasiment, tu as toujours vu des motos. Et pour moi, c'est quand même bien plus l'aventure et bien plus de liberté de le faire en moto qu'en van. En Nouvelle-Zélande ou en Australie, il y a beaucoup de gens qui voyagent en van. Ouais, c'est vrai. Mais pour moi, la vraie aventure, c'était en moto, sentir l'air frais, Ouais. l'air chaud, la pluie. Parce qu'en Nouvelle-Zélande, il y a quand même pas mal de pluie, un peu de neige aussi dans l'île du sud de l'hiver. Ok. Mais ouais, la facilité pour moi, c'était un peu de le faire en van et j'ai Ouais. décidé de le faire en moto. Et je pense que c'était un peu cette mentalité-là que j'avais à l'époque de plus choisir la facilité. Mhm. Et voilà, ça. Comment tu t'es débrouillé là? Tu disais que tu parlais pas la langue. Alors, ce qui est intéressant, ceux qui nous regardent ou ceux qui nous écoutent aussi sur les plateformes d'écoute, c'est donner envie aux gens qui ne parlent pas anglais, qui se créent des barrières, alors anglais ou d'ailleurs d'autres langues, hein, parce qu'il y a des pays où on va où ça parle même pas anglais du tout. Mais on y arrive. Comment on arrive à se dire, on le fait, on y va et on sort de sa zone de confort. Hmm. Comment tu... Alors, il y avait cette envie personnelle par rapport à ce que tu as vécu, mais il faut quand même retrouver les ressources. Là, comment tu t'es retrouvé en Nouvelle-Zélande et t'as acheté une moto, du coup, Ouais, j'imagine? j'ai acheté une moto. Donc, acheter une moto, trouver un itinéraire, comment tu t'es débrouillé? Alors, comme plus tôt, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ouais. Déjà, maintenant, on voyage tous avec un smartphone dans la poche. Alors, ça rassure quand même pas mal. On peut avoir Google Traduction un peu partout. On peut même télécharger la langue pour écrire quelques mots et tout ça. Mais quand je suis arrivé à Nouvelle-Zélande, les 2 premières semaines, j'ai pris des cours d'anglais D'accord, ok. qui m'ont coûté assez cher. Mais vu que c'était moi qui me les payais de ma poche, j'étais motivé pour apprendre à parler l'anglais. Tu veux dire qu'il faudrait qu'on fasse payer aux gamins à l'école pour qu'ils soient plus motivés? Je veux dire, c'est vrai que souvent, quand c'est toi qui payes les choses, tu es un peu Tu plus le fais sérieux. à fond, ouais. C'est clair. Et ça t'a servi déjà? Ça m'a servi à avoir vraiment les bases, mes toutes petites bases. Ouais. Et après, j'ai vécu plusieurs mois dans des familles où c'est que je faisais du volontariat avec des sites comme LPX, Workaway, Woofing. Trop bien, ouais. Et là, j'ai changé mon temps, 4-5 heures par jour contre la nourriture, le lit et nettoyer mes affaires. Et c'était super sympa. La première LPX que j'ai fait, c'était chez une petite mamie. Je devais faire le jardin. Je suis resté 2-3 semaines. C'était dans une baie paradisiaque. Je pouvais faire du canoë l'après-midi quand j'avais fini de travailler. J'entendais l'animal typique de la Nouvelle-Zélande, le kiwi, chanter. Ouais. Mais c'est très dur à voir un kiwi. Par contre, j'ai vu un faisan d'or ou un Ok. faisan doré, ouais. C'est super beau à voir. Ok. Et j'étais un peu dans la jungle et tout. C'était fantastique. Mais ça, tu vois, ça c'est intéressant parce que le Workaway, LPX, et tu m'as dit c'était Woofing, Woofing, c'est hyper intéressant ce que tu dis et en fait c'est bien d'en parler parce qu'en fait on parlait de financier. On sait que c'est une part importante dans un voyage, on en reparlera un peu plus dans l'épisode, mais pour le coup, Workaway, LPX, etc., ça donne la possibilité aussi à beaucoup de gens de pouvoir voyager à moindre coût, parce que le concept, c'est quoi? C'est en effet, on va chez quelqu'un qui a soit une ferme ou qu'un petit restaurant, et on va leur donner un coup de main contre le logis, contre la table, comment on appelle ça? la La nourriture. nourriture, etc. Donc ça, c'est vachement bien, et ça permet de voyager à moindre frais, et en plus de rencontrer des gens, Ouais, et des locaux des locaux, carrément. qui connaissent un peu leur région, qui Ouais. te font découvrir. Moi, souvent les week-ends, Mm. on partait avec elles, se promener. Des fois, on avait pris des bateaux, monter des petites montagnes et tout.
Ça, c'est vraiment cool. En plus, tu peux l'associer en effet à un voyage à moto. Tu peux rester une semaine à un endroit, tu peux rester 2 jours. Tu t'imprègnes vraiment de la culture et ça, c'est cool. Moi, j'ai eu la chance d'en faire en Malaisie. J'en avais fait au Vietnam aussi. En fait, au Vietnam, c'était assez fort. J'étais en moto. Moi, j'avais acheté une petite 110. J'avais fait Hanoï, Saigon, Ho Chi Minh, quoi. Et à Ho Chi Minh, on avait rencontré un super mec qui avait un fils qui était autiste. Et en fait, il faisait ça pour rencontrer des gens et permettre à son fils d'être hyper alerte au fait que il y a plein de gens qui peuvent voyager, des étrangers, de parler des langues différentes, tu vois, d'avoir des connexions, des choses cognitives différentes. Et lui, ça lui permettait d'être comment on appelle ça, mais d'être souvent en alerte, tu vois, le petit pouvait être en alerte grâce au fait que son père accueillait des étrangers chez lui, tu vois. Et je trouve qu'il y a des belles histoires dans le woofing, dans le workaway. Alors, des fois, il y en a des moins bonnes parce qu'il y en a qui abusent un peu, mais dans la plupart des cas, c'est une vraie bonne idée. Si on a un budget un peu limite, Mm. si on a envie de voyager et de se poser un peu, ça permet de faire des bonnes rencontres et pour le coup de voyager pour moins cher, quoi. Oui, dans le volontariat, il y a plein de façons différentes de faire. Mhm. Moi, j'ai fait beaucoup de jardinage, aussi de peinture, Ok. un peu à la ferme. Aussi, une fois, je suis allé chez un couple qui avait quelques chiens. Et Ouais. j'ai dû installer une douche pour les chiens et tout ça, parce que moi, je suis plombier chauffagiste de base. Ah ouais, ok. Mais plein de choses, ouais, c'était très diversifié. Alors moi, je savais pas trop servir de mes mains encore à l'époque. Là encore, je suis pas très Mm. très bon, mais moi j'avais fabriqué des brosses à chiottes. Oh! Mais non, en Ouais, volontariat. en volontariat. Et en fait, je prenais. Zut, pardon, c'est pas grave. J'avais pris un bout de bois, j'avais acheté une brosse, et tu sais, pour poser la brosse à chiottes, Mm. il faut un support, tu vois. Ouais. Et c'était une noix de coco. Ah ouais. Elle était belle, attends, Mais dans quel pays t'as fait ça? en Malaisie. D'accord. Ouais, classe, hein? Ouais, super classe. Là, j'hésite à importer le Mm. design et vendre ça à Laura Merlin, mais bon, je suis pas sûr. Mais bon, ça m'avait bien fait marrer. Ça m'avait bien fait marrer. Bon, voilà, donc il y a des expériences qui sont cool dans Et oui, le. mais ça, les Dans gens l'oublient le... un peu que le volontariat, ça peut être vraiment pratique pour un Mhm. voyage au long terme. Ouais. Moi, je défais un peu de voyager au long terme, déjà Mhm. pour économiser l'avion Mhm. et la pollution aérienne, Ouais. mais aussi en faisant des voyages comme ça, moi, des fois, des mois, ça me coûtait zéro. Ouais. Je restais un mois chez la personne, Mhm. ça me coûtait zéro. Ouais. Et j'étais très bien, j'adorais, j'allais courir à droite à gauche, des fois, ils me prêtaient des vélos, des kayaks. Enfin, tu t'ennuyais pas, ouais. Ouais, trop bien. Et donc là, ça y est, t'es un peu. T'es en Nouvelle-Zélande. Tu restes combien de temps en Nouvelle-Zélande et comment t'arrives à acheter une moto, à dire bah tiens, je vais aller à cet endroit-là, je vais prendre cet itinéraire, plutôt cette route. Hmm. C'était la première fois finalement que tu voyageais à l'étranger comme ça à moto. Et quel choix t'as porté à quel moment tu t'es dit tiens, je veux cette moto, ce modèle-là, voilà, comment ça s'est passé? Ah, mais pour le choix du modèle, ça a Hmm. été vite fait parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choix dans mon budget. Et sinon, il y avait beaucoup de 250, je crois. Ils avaient un permis, eux, ils n'avaient pas le permis 125, mais ils passaient un permis 250. D'accord. Parce qu'ils avaient beaucoup de motos un peu agricoles, parce que maintenant, ils ont beaucoup de fermes de vaches. Mhm. Avant, ils avaient beaucoup de fermes de moutons, maintenant, ils ont beaucoup de fermes de vaches. Et du coup, je suis allé sur le site de Le Bon Coin en Nouvelle-Zélande. Et j'ai vu qu'il y avait une moto pas trop loin. Je suis allé lui rendre visite, je suis allé en train. Le gars est venu me récupérer. Et bon, j'ai essayé la moto, ça me plaisait. C'était un 600DR Suzuki de Bien. 1986. Ah ouais, un peu vieux, ouais. Ouais, démarrage au kick. Pas très facile à démarrer au kick. Tellement que 2 jours après que je l'ai acheté, j'ai cassé le kick hein, parce que j'avais pas bien décompressé. Ah J'avais pas ok. très bien expliqué quand il m'avait Mhm. expliqué de décompresser. Mhm. Et sauf que j'ai cassé l'arbre du kick. Et en plus, il fallait ouvrir la boîte complète pour changer l'arbre du kick. Oh non. Du coup, les 8 prochains mois, j'ai démarré à la poussette avec les bagages derrière. Ça a été une aventure dans l'aventure. Ah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et t'as eu d'autres galères sur un voyage comme celui-ci? Je Euh, sais pas si tu m'as dit combien de temps t'es parti. Je suis parti 8 mois, 8 enfin, mois, 10 ok. mois en Nouvelle-Zélande et j'ai mis les 2 premiers mois, j'avais pas la moto. J'ai mis 2 mois à D'accord. acheter la moto, Ok. apprendre un peu la confiance à parler anglais, Mhm. savoir aussi comment transférer l'argent, comment assurer la moto. Mhm. Et c'était vers la période de Noël, le premier de l'an, que j'ai acheté la moto. Il n'y avait pas trop de travail parce que quand tu pars à Nouvelle-Zélande, c'est parti avec un PVT.
Ouais. C'est un permis vacances-travail. Du coup, je travaillais aussi là-bas. Et pendant les fêtes de Noël, c'est l'été là-bas et il n'y avait pas beaucoup de travail. Je me Ouais. suis dit, allez, on va essayer de trouver une moto. Et du coup, je me suis fait un petit cadeau de Noël, Ah bah ouais. mais je l'ai vite cassé en faisant le kick, quoi. Après, t'as réussi à réparer, t'as trouvé quelqu'un Non, qui j'ai peut. pas réussi à réparer. J'ai T'as démarré fait que. Ah oui, non, mais t'as fait. pendant 8 mois, j'ai démarré tout à Pendant la 8 mois, t'as poussette. fait la poussette. Ouais, Et c'est ça a moi. été compliqué. Je réfléchissais où je me garais, Ah, souvent en pente pour pouvoir ah ouais, démarrer ouais. facilement. Et ça, c'était vraiment, ça m'a compliqué l'aventure quand même. Bien sûr. Ouais, Et j'imagine. après, des petits problèmes, j'en ai pas eu beaucoup. J'ai juste eu un câble d'embrayage bloqué une fois dans la gaine. Ouais. Mais j'ai quand même dû mettre la moto sur une remorque. En fait, si j'avais oublié que j'ai eu un gros problème, j'ai cassé le carter d'huile de la moto. Ouais, c'est un Une gros petite problème. chute à l'arrêt, elle est tombée, ça a touché le carter d'huile. Mais en plein milieu de la campagne, je me suis dit, mais comment je vais faire pour sortir de là? Alors, comment j'ai fait déjà? Il y a quelqu'un qui m'a pris un stop, il m'a mené au village. Il y avait un bar, il y avait un gars au bar. Je lui ai dit, allez, toi, viens m'aider. Il était super motivé. J'ai oublié un peu son nom là, mais des fois, il me revient. Et c'était un agriculteur. Ok. Sa taille des mollets, c'était ma taille de mes cuisses. Je dis, les Maoris là-bas, ils Rigole mangent pas. autre chose que nous, quoi. Ah oui, ils rigolaient pas. Et on allait chez lui. Avant d'aller chez lui pour récupérer la remorque, on allait déplacer les vaches du pré. On allait pousser les vaches, les mettre dans notre pré. Ça m'a rappelé chez moi. Bah ouais. Après, on allait chercher la remorque. Il m'a accueilli pendant 4-5 jours quand même. Le temps que le mécano, il trouvait quelqu'un pour souder le carter d'aluminium et tout ça. Ok. Et super sympa. Je lui ai offert 2 bouteilles de vin, mais il demandait rien et tout ça. C'était vraiment un super gars. Richie il s'appelle. Richie. Richie, il Bah s'appelle. écoute, j'espère qu'il regardera la vidéo. Tu lui enverras. Ouais. Merci beaucoup, Richie. Et tu vois, c'est marrant, là, on parle dans l'aventure, il y a aussi beaucoup de choses qui reviennent. Bien sûr, il y a sortir de sa zone de confort, euh, plein de choses qui reviennent de ça, mais il y a aussi la galère. Et les galères, souvent, on va pas les échanger contre des choses parce que souvent, on vit des choses vraiment fortes quand il nous arrive des choses, alors qu'on est capable de les raconter, hein, quand c'est des galères Ouais. où ça s'est bien passé, tu vois. Mais là, typiquement, tu as une galère et en fait, elle en a découlé d'une belle rencontre, tu es resté 4-5 jours chez le mec, enfin, tu vois, ça fait partie de l'aventure. Ouais, vraiment, c'était. Et ça arrive même dans d'autres voyages, c'est que des fois, c'est des petits problèmes qui te font rencontrer des gens et au final, c'est super bien. Ouais. Et tu parlais d'humanité tout à l'heure en France, tout ça, et c'est vrai que les voyages bah, réconfortent plus en l'humanité qu'à l'inverse, en fait. On a plus Ouais. de chances de se faire aider au final que de se faire avoir, arnaquer ou quoi que ce soit. C'est Quoi. sûr que c'est toujours mieux que de regarder BFM. Ça, c'est sûr. C'est clair. Ça, c'est clair. Là, tu as ces fameux 8 mois de poussette de DR600. Qu'est-ce qu'il en ressort? Là, le petit gars qui a fait sa fugue à 14 ans et là, 19-20 ans en Nouvelle-Zélande, comment t'es dans la tête là? Il en ressort qu'il faut encore rêver plus grand. C'est pas assez. Je sais pas, dans le retour de l'avion, je me suis dit, t'as réussi à faire ce que tu espérais, avoir les bases en anglais, traverser la Nouvelle-Zélande. Il faut que... J'avais entendu un podcast, justement, j'écoutais beaucoup de podcasts quand je travaillais en Nouvelle-Zélande, et il y en avait un qui disait qu'il faut rêver grand. Et moi, j'avais ça en tête, rêve grand, rêve grand, rêve grand. Du coup, j'ai rêvé grand, et là, j'ai rêvé de faire le tour du monde en moto. Okay. Je me rappelle très bien que dans l'avion du retour de la Nouvelle-Zélande, je me suis dit, Benoît, tu vas faire le tour du monde en moto. Ah, ça, tu t'es convaincu toi-même, dire il faut que je le fasse, c'est bon, j'ai réussi à faire la Nouvelle-Zélande, maintenant il n'y a plus de frontières, quoi. Voilà. Ouais. Enfin, ta fois, il vaut mieux se convaincre soi-même, parce que si on écoute les autres, c'est mort. On va pas avancer. Ah, c'est mort, ah, c'est sûr. Hein. Tout le monde va te dire, non mais laisse tomber, fais le pas, bah, justement, on parlait de BFM, ça c'est dangereux, va pas ici, c'est pas bon. Ouais, non, ouais, c'est clair. On est plus d'accord avec soi-même qu'avec les autres, ça c'est clair. Voilà, je suis rentré avec beaucoup de motivation, parce que pour faire un tour du monde en moto, quand même, pour moi, je trouve le plus difficile, c'est le côté financier. Ouais. Et ça, j'ai dû beaucoup travailler dessus, parce qu'en Nouvelle-Zélande, j'avais quand même pas trop de budget, j'avais fait beaucoup de bricoles sur moto, j'avais fabriqué un porte-bagages avec une valise et tout ça. Mais si vous voulez le voir, il y a quand même pas mal de vidéos sur ma chaîne YouTube La Vadrouille sur la Nouvelle-Zélande. Et il y a même un film qui s'appelle « Et si je traversais la Nouvelle-Zélande en moto ?» Ouais, que j'invite vraiment tout le monde à regarder parce que c'est vraiment intéressant. En plus, tu as pu le présenter au Moto Aventure Festival. Voilà, ouais. Il a été primé ou il a été primé à l'Alpe Aventure Moto Festival. Ouais, donc vraiment, je vous invite vraiment à aller le voir parce que ça donne envie d'aller en Nouvelle-Zélande déjà.
on se dit que en fait un DR600 ça le fait très bien aussi. Et qu'en effet, si on n'a pas de notion de langue, etc. Et puis, moi, en le regardant et en revoyant les rencontres que tu as faites avec ces fameux LPX au Workaway et le partage du logis, tout ça, là, ça m'a rappelé aussi, moi, mes propres expériences. Et c'est vrai que c'est cool d'en parler parce que c'est un bon moyen de voyager. Là, tu parlais de la partie financière, on en a parlé en parlant du roofing. Là, tu décides de partir en tour du monde, c'est un autre sujet, c'est quelque chose d'important. Et là, tu sens qu'il y a besoin d'une manne financière plus importante. C'est souvent une question qu'on nous pose quand on voit plein de gens de voyager autour du monde avec plus ou moins des belles motos ou d'autres moins chiadé, on va dire. Il y a ce sujet-là quand même qui revient parce que pendant un tour du monde, on bosse pas forcément. Comment tu t'es projeté et comment tu as réussi à faire ce que tu vas nous parler là maintenant? Ouais, ben, déjà, je suis rentré avec beaucoup de motivation. Ouais. Je me suis dit, là, tu vas avoir la tête dans le guidon pendant 5-10 ans, mais tu Mhm. vas réussir à te libérer assez d'argent pour pouvoir partir plusieurs mois et aussi du temps. Et du coup, ça s'est fait par le travail. Moi, comme j'ai dit plus tôt, je suis plombier chauffagiste. Ouais. Alors, je suis rentré en France, j'ai trouvé un premier CDI où j'étais employé. Après, j'ai fini chef d'équipe. Là, j'avais commencé à toucher un bon salaire. Et c'est là où j'ai commencé aussi à investir dans l'immobilier. D'accord. Et beaucoup de travaux, pas beaucoup de temps pour les copains, la famille, tout ça, mais un rêve en tête. C'était la motivation première pour faire autant d'heures dans la journée. Je savais que j'allais finir par y arriver, de me libérer du temps et de l'argent pour pouvoir voyager autour du monde. Du coup, ça s'est fait via le bâtiment et l'investissement immobilier. Il y avait un vrai objectif en fait. Ouais. C'est ce que tu disais aussi tout à l'heure. On apprend plus facilement quand on paye, mais aussi quand on a un objectif, ça permet d'avancer. Là, ça a duré combien de temps là, Moi, je pensais que ça allait durer 5-10 ans Ouais. et ça a duré 4 ans. 4 ans à bosser à mort Ouais. pour ce rêve de tour du monde. Voilà, ouais. Ok. C'est tombé pendant la période Ouais. du Covid qu'au final, ça a été une bonne chose pour moi. Ça m'a permis d'être vraiment focus dans ce que je faisais. D'accord. Et les copains appelaient moins pour partir en soirée, tout était fermé. T'as raison, ouais, bien Alors sûr. j'étais sur les chantiers, Ouais. sur les chantiers pour les clients, sur les chantiers pour moi. Et on a Ouais, réussi. il y avait moins d'éléments perturbateurs pour te sortir de ton objectif, quoi. Donc, ok, Ouais, je comprends. c'est ça, exactement. Est-ce que là, il y a ces 4 ans, est-ce que ton rêve s'effrite un peu? Est-ce que tu as des envies de ne plus le faire parce que justement, il y a le Covid, il y a peut-être le fait de bosser aussi tout le temps pendant 4 ans. Est-ce qu'à un moment, ça s'effrite un peu cette envie de Non, ça repartir? va. J'ai regardé quand même pas mal de vidéos qui Ouais. m'attisaient cette curiosité-là. Je m'étais acheté une moto pas trop chère, une Super Ténéré 750 de 1989, D'accord. que j'avais payé 1400 €. Je me suis dit, Benoît, même si tu as plus de budget, achète ça maintenant, garde-en pour plus tard, pour t'acheter la moto que tu rêves un peu. Et du coup, non, ça s'était pas effrité, c'était la vie d'aventure parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos. D'accord. C'est aussi pour ça que j'adore faire des vidéos parce que moi, ça m'a vraiment changé ma vie. Ouais, non, c'est vrai, hein. On fait des vidéos, des choses pour soi, mais c'est vrai que quand on les partage ou quand on les regarde, il y a une vraie envie. Et puis surtout, il y a cet esprit de se dire, tiens, en fait, si lui, il l'a fait, en fait, aussi, moi, je suis capable de le faire, quoi. Donc c'est vrai que c'est bien. Ça, pour le coup, c'est vrai que c'est bien. Ouais, ça c'est bien. Et moi, sur ma chaîne YouTube, on peut remonter à des vidéos il y a 5 ans maintenant, où on me voit faire du vélo. Une fois, j'étais parti à La Réunion, j'étais faisais du vélo à La Réunion, le tour de l'île. Dans mon film sur la traversée de la Nouvelle-Zélande, on me voit, on me part de chez moi, à la campagne, mon petit village de 300 habitants. On me voit dans l'aéroport, galérer, nanani, nanana. On voit tout. Et je savais quand j'ai créé cette chaîne YouTube il y a 5-6 ans, que c'était le début, il fallait avoir confiance en soi. Et ça allait être beau parce que plus tard, ça allait être... je vais avoir filmé mes débuts, quoi. C'est beau maintenant de... Ouais, t'as une vraie mémoire de ce que t'as vécu avant. Ouais. Voilà, mais même pour encourager les autres. Ouais. Parce que c'est toujours facile quand on voit sur les réseaux un tel il fait ci, un tel il fait ça. Mais ce qu'on voit pas, c'est le travail derrière ou combien d'années qu'il fait ça. Ouais, tout à fait. Est-ce que là, au moment où tu te dis, j'ai fait mes 4-5 ans, c'était quoi? C'était un objectif d'année ou c'était un objectif de budget? C'était un objectif d'argent, ouais. D'argent. Et de Est-ce temps, que ouais. tu peux nous dire, parce que c'est important, je pense, pour tout le monde, pour que les gens ils puissent se dire, tiens, ok,
bah, moi c'est atteignable ou non en fait je peux pas. Alors chacun euh, peut définir un budget en fonction de ses capacités et on a vu que et on peut le faire pas forcément avec beaucoup d'argent, mais toi pour démarrer ton aventure et ton rêve, il te fallait que tu aies en poche combien? Moi, c'était pas vraiment un budget en poche, c'est plutôt combien d'argent je vais gagner par mois D'accord. avec mes revenus locatifs Ok. dans ma poche. Alors, c'était l'objectif, c'était 1300 euros. D'accord. En France, c'est pas toujours facile de vivre avec Mhm. 1300 euros, mais à l'étranger, ça peut se faire. Et du coup, l'objectif était de 1300 euros. Ok. Il fallait 1 300 € par mois pour pouvoir vivre ces aventures-là. Voilà, Ok. Très bien. exactement. C'était l'objectif en investissant dans l'immobilier. Et bon, j'ai beaucoup travaillé, peut-être eu un peu de chance et ça Ah, l'a la fait. chance, comme on dit, hein, ça elle se provoque. Hein, donc, et en fait, c'est beau de se donner un objectif, toujours. Ouais, Je pense que euh, toutes les heures que tu as faites, tous les sacrifices que tu as fait pendant 4 ans, en fait, tu récoltes aujourd'hui bah, le fruit de ton labeur et se dire bah, que 1 300 balles tombent tous les mois pour voyager. Et tu l'as dit, en France, c'est peut-être, enfin, c'est même carrément difficile de vivre avec cette somme-là. Bah, quand t'es dans un autre pays, c'est bien sûr beaucoup moins. Enfin, c'est beaucoup plus facile finalement. dans certains pays, oui. Mais là, bientôt, là, je pars bientôt en Amérique du Sud. Ouais. Et beaucoup de monde me demande si je vais en Amérique du Nord. Hmm. Et je suis pas sûr d'aller en Amérique du Nord par rapport au budget aux États-Unis et Ouais, au c'est sûr. Canada. Ouais, carrément. Là, ça y est, tu as défini un budget, tu as une petite. Enfin, tu as une rente. euh, Tu fais quoi? Tu prends une carte, tu dis je vais là, je vais là, je vais là, je fais quoi? Au début, c'était toujours faire le tour du monde, mais par où partir? Ouais, c'est ça. Par où partir? Et Hmm. moi, mon idée de base, il y a 3-4 ans, c'était partir en Russie. Je voulais commencer le tour du monde en allant à Moscou, en traversant la Russie, après la Hmm. Mongolie, tout ça. Malheureusement, la guerre de Russie-Ukraine a éclaté. Du coup, je me suis dit, bon, mais la Russie, c'est pas possible. Il nous reste que partir vers la Turquie ou l'Afrique. Quand j'étais prêt à partir, c'était en janvier, fin janvier. Et je me suis dit, bon, ben, la Turquie, il neige un peu, il fait froid. Moi, j'aime pas trop le froid, je vais partir en Afrique. Et en plus, je sentais que ça s'ouvrait un peu l'Afrique. Il y avait d'autres gens qui faisaient des vidéos sur Instagram et YouTube qui étaient. Et il me semblait que c'était un peu la période pour y aller, que dans 5-10 ans, je sais pas comment ça va être. Et du coup, je me suis dit, allez, c'est le bon moment pour essayer de partir en Afrique. Et je suis parti, j'ai suis pris la route vers l'Espagne et le Maroc. Voilà, tout simplement. Oui, oui, mais de Toulouse, c'est pas très loin. Tout simplement. Là, t'avais quoi comme auto là, tu m'as dit? Là, non, j'ai pas dit qu'est-ce que j'ai Ah acheté comme voilà. moto. Donc parce que t'avais Ma une vieille moto, Ténéré ouais. 750. Ouais. Et ce que je sais, c'est que tu as basculé sur autre chose. Oui, mais sa grande sœur, juste, celle Ouais. qui l'a copié la plus, Mhm. c'est la Ténéré 700, la Ouais. T7. Moi, j'ai pris un nouveau modèle qui venait de sortir, D'accord. qui est la Ténéré World Red, Ok. qui avait un double réservoir, qui me semblait intéressant pour le voyage, une meilleure suspension aussi, des amortisseurs de direction, mais qui reste très simple et sans Sans trop électronique. d'électronique. Ouais. Et ça, c'était vraiment un critère. Et aussi de partir quand même avec une moto qui était pas trop vieille, que quand même en Nouvelle-Zélande, j'ai eu pas mal de problèmes. Et même avec mes 50 et 125, j'avais déjà eu pas mal de problèmes. Et là, je voulais une moto fiable. Et la Yamaha Ténéré est vraiment connue pour ça. T'avais un panel de choix. Il y a de plus en plus de choix en trail. Alors il y a 4 5 ans, il y avait quand même Hmm. quelques choix. Hein. Forcément, il y avait la Ténéré World Raid. Est-ce que tu avais hésité avec d'autres modèles? Hmm. Et est-ce que si tu étais parti en Russie, tu aurais choisi un autre modèle? Est-ce que le fait d'être parti en Afrique, tu t'es dit, tiens, c'est plus ce modèle-là? Est-ce que ça avait une incidence sur ton choix et ta direction? Non, moi, je voulais acheter une moto simple C'était. et pour Voilà. faire le tour du monde en moto. Mhm. Et c'est vrai que maintenant, Yamaha a de plus en plus de concurrence. Mhm. Mais au final, on dirait que les concurrents n'ont pas compris que certains cherchaient une moto très simple. Ils ont tous sorti des milieux, des mid-size de trail, des 700, maintenant ils sortent beaucoup des 450, mais ils laissent quand même beaucoup d'électronique. Alors pour rester en Europe, ça va très bien, pour aller au Maroc, ça va très bien, jusqu'à où il y a l'assurance qui fonctionne. Mais après, quand même, l'électronique, les mécanos moto le disent, c'est ce qui crée le plus de problèmes. Et la Ténéré World Red, quand je l'ai vue en présentation Yamaha sur YouTube, je savais qu'elle était faite pour moi. C'était la moto parfaite pour le tour du monde. Moi, je suis assez grand. J'avais déjà essayé la version normale plusieurs fois. Et je savais que je voulais déjà la T7. Mhm. Il fallait rajouter un billet de 2000 de plus. Et je me dis, bon, on va le rajouter quand même. Et j'ai pas du tout regretté. Quand même, le double réservoir, c'est quand même bien pratique. Pour Ouais. l'Afrique, ça a été pratique.
Et il a une bonne suspension aussi. La simplicité, on en parle souvent, j'en parle souvent aussi sur ce podcast. Euh, il y avait quelqu'un qui un jour qui m'a dit il faudrait pouvoir avoir des motos qui ressemblent aux motos des locaux. Hmm. Ce qui permet en fait au final, si tu as une panne, là on a derrière nous une Royal Enfield en Inde, forcément ça a du sens de rouler sur une Royal Enfield parce que tu as quand même t'as quand même de la chance de pouvoir avoir quelqu'un qui connaît ce modèle-là et qui puisse t'aider à réparer. Alors quand on fait d'autres voyages, quand on est au long cours et quand on part d'Europe, c'est vrai une Ténéré sur le papier, forcément elle paraît simple parce que pas d'électronique, etc. Et puis finalement, à part le visuel, l'esthétique qui est différent, finalement, vu que t'es pas obligé de brancher pour voir la panne, si tu as une couronne qui est abîmée, voilà, tu as quelqu'un qui va pouvoir comprendre et se dire tiens, je vais pouvoir changer assez facilement. Et là, c'est vrai que pour le coup, je te rejoins vraiment sur cette idée-là. Là où je te rejoins un peu moins, alors en sachant que je suis très content, je viens d'acheter une Ténéré 700. Ah bon? Ouais, Ah ça, on n'est là, pas au ça y est. courant. Ouais, non, mais là, il fallait que je passe, à la Ténéré. Ouais. Franchement, elle me donnait trop envie. Et donc là, je suis sur une Ténéré 700 extrême. D'accord. Donc, je suis très très content. Et donc, c'est pour ça que je te pose aussi pas mal de questions parce que et pour les mêmes raisons, pourquoi je l'ai prise, c'est parce que pour toutes les raisons que tu viens d'énumérer, la simplicité de cette moto, quoi, tu vois. La seule problématique, forcément, c'est le poids. Est-ce que toi, alors on parlera un peu des étapes que tu as faites, là on s'est arrêté Espagne-Maroc, est-ce que pendant ce voyage-là, le poids a été un problème? Euh, je me suis bien entraîné avant de partir. J'ai rencontré qu'une seule personne qui avait traversé l'Afrique avant de partir. Ouais. C'est un ancien militaire des forces spéciales. Ok. Et il m'a dit, sois bien physiquement. Alors je me suis entraîné pendant des mois. Ouais. Et heureusement, j'arrivais à relever la moto toute seule. Mhm. Mais la moto toute seule chargée, elle fait quand même 300 kilos. Yeah, c'est énorme. Mais j'y arrive. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'avec les bagages, les valises, elles tombent pas Elle complètement tombe pas à plat. à Ouais. plat. Et le double réservoir, avec après les petites sacoches de réservoir, enfin les sacoches de crash bar plutôt, elles tombent pas à plat. Mhm. Et ça facilite quand même beaucoup Ouais. le relevé. Et après, si c'est compliqué, on peut sortir les valises aussi. Et Les ça... mecs qui sont en geste te diront qu'avec les flats, c'est plus facile aussi, elles tombent Ouais, pas. avec les flats, des fois, ils nous montrent dans certains festivals qu'ils arrivent à relever les Ouais. flats. C'est parce que ça touche le cylindre en premier. Mais C'est ça. Ouais. Ok. Est-ce que là, on peut revenir un peu à l'essence même de ton voyage en se disant, tiens, je veux partir, ça y est, en Afrique. Comment maintenant les gens autour de toi te pas te jugent, mais te voient, tu vois. Aujourd'hui, ta hmm. famille qui avait vécu ça de loin pendant ce fameux Tour de France en stop, Hmm. etc. Là, tu te dis maintenant, je pars en Afrique à moto tout seul. Ouais, Comment les mais gens voient les choses? je le dis, mais je le dis pas trop non plus. Ouais. Parce que ça n'avait pas trop changé. Je ne voulais pas avoir trop la vie des gens. Et du coup, je dis, mais pas trop. Et même, j'avoue, la dernière semaine de mon départ, qu'en fait, c'est pas une traversée d'Afrique, c'est un tour du monde. À mes amis, à ma famille. Je voulais pas avoir leur avis. Je savais Mhm. que ils allaient peut-être penser différemment que moi. Et moi, je me sentais capable d'entreprendre un tel projet. Et du coup, j'ai pas souhaité en parler plus tôt. Je parlais juste de l'Afrique. Je disais que s'il y avait des problèmes, j'allais rentrer tout ça. Mais ça va, ils commençaient quand même à être un peu habitués. Et j'étais Ils étaient pas inquiet, stressés. mais pas trop non plus. Ouais. Ok. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis de pas trop en parler. Euh, Moi, je sais que quand j'ai attaqué l'idée de partir en tour du monde, c'est vrai que j'en avais un peu parlé et c'est vrai que j'ai arrêté d'en parler en fait. En fait, j'ai commencé à en parler et j'ai arrêté d'en parler parce qu'en fait, il y avait trop de gens qui me disaient non mais attends, mais tu vas faire ci, tu vas faire ça, comment tu vas faire pour ton travail quand tu vas revenir, machin, truc. Et en fait, t'as pas besoin de ça. T'as besoin de motivation, t'as besoin de gens qui disent non mais vas-y mec, c'est trop bien. Euh, Quand tu vas revenir en France, tu vas refaire ci, tu vas refaire ça, et puis tu vas repartir et tu vas engranger des skills. Parce qu'en fait, quand tu voyages, tu vas apprendre de l'anglais, tu vois, Mm. t'as besoin de motivation. Et c'est vrai que quand t'en parles à des gens qui ont pas cette envie, cette motivation de partir, ça peut te casser ton rêve. Ouais. Ouais, mais Donc c'est faire attention à ça, c'est c'est pas vrai. vraiment facile à trouver des gens qui sont dans ce Mhm. milieu-là et tout ça, à part des gens qui l'ont fait un peu. Ouais. Mais il y a quand même pas grand monde qui a fait des tours du monde en moto. Mhm. Et bon, mais il faut se croire en soi comme d'habitude.
pas être complètement foufou non plus, hein. Ouais. Mais se dire que ça va le faire, quoi. Il me semble qu'il y a des neurones dans la tête et que ça va bien se passer. Ouais, c'est clair. Est-ce que, donc là, on est au Maroc, ton itinéraire est tracé. Est-ce que tu travailles en amont ce que tu as envie de faire ou tu prévois rien? Comment Non, ça s'imagine un voyage comme ça? quand j'y suis parti, j'avais rien trop de prévu, juste revoir un copain Ok. qui j'ai rencontré en France, Mhm. mais qui travaille en Afrique, au Congo. Je me suis dit, ah ben, ça fait une, une bonne raison de partir en Afrique en plus, aller revoir mon ami qui est là-bas au Congo, qui travaille. C'est un bel objectif, ouais, c'est Un bien. bel objectif, mais ça a pris quelques mois, quelques pays et quelques galères. Ouais. Là, tu parles de. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce que tu vis un peu au quotidien? C'est quoi qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un rider qui traverse l'Afrique? Tu parlais de galère, tu as des petites anecdotes, j'imagine, Non, sur ce que tu avais fait. je me dis que ça va être assez long, qu'il faut aller étape par étape, pas mettre la charrue avant les bœufs. Moi, je n'étais jamais allé en Afrique, hein. Hmm. Et je découvre un peu ce continent. Mais bon, le Maroc, j'ai déjà mis 6 semaines, voire 8 semaines. J'ai quand même pris mon temps. Et petit à petit, j'ai pris mon temps. Mais une fois, quand je suis arrivé à Agadir, je suis rentré en France parce que j'ai eu des problèmes à gérer en France. D'accord. Déjà, on m'avait usurpé la plaque de ma moto. Mais non. Ah si, en faisant des vidéos sur Internet, Ah ouais. j'avais reçu une amende en Martinique alors que j'étais au Maroc avec la moto. Mais non. Ça m'a mis bien dans la Tu sais, je me galère. suis toujours dit s'il fallait que je cache la plaque d'immatriculation sur le bon coin, tu vois. Ouais. Mais je le fais chaque fois parce que je me dis que. Mais ok, j'ai un bon. Mm. Moi, je le fais pas. j'ai Ma une mère bonne m'avait prévenu. J'ai dit, ouais, arrête, personne ne va me faire ça. Et ben, Ouais. on m'a fait ça. Ça m'a bien mis dans la galère parce que pour traverser les frontières en Afrique, j'avais un carnet de passage en douane. Ouais. Et du coup, changer le numéro de la plaque sur un carnet de passage en douane, sauf que ça reste le même numéro de châssis. Hmm. Envoyer une nouvelle carte grise, porter plainte. Ouais, je suis rentré en France pour gérer ces histoires. Et aussi pour faire le visa du Nigeria à D'accord. Paris, parce que j'avais des échos quand j'arrivais au Maroc que c'était plus possible de le faire en Afrique. Il fallait faire vraiment dans le pays qu'on est résident. Hmm. Parce que souvent pour les autres visas, on ment un peu, on dit qu'on est résident du pays où c'est qu'on fait le visa. Par exemple, si on est en Côte d'Ivoire et qu'on va faire le visa pour la Guinée-Conakry, on dit qu'on est résident de la Côte d'Ivoire. D'accord, ok. Et En fait, il y a souvent ce truc-là, j'ai l'impression, en Afrique, que c'est un souci un peu administratif quand même. Que c'est ouais. une aventure humaine et aussi de paysage et de moto, mais que c'est aussi une vraie aventure administrative, en fait. C'est une vraie aventure administrative. Il vaut mieux avoir un peu de temps et d'argent devant Ouais. soi. Mhm. Mais ça se fait bien. Moi, je pensais que les frontières, même les ambassades et tout ça, ça allait être très compliqué, tout ça. Mais Finalement, au ça se final, fait. ça se fait quand même. Ok. Mais il faut être patient. Il faut bien se renseigner parce que des fois, on peut prendre le visa dans le pays juste avant, mais des fois, c'est 2 pays avant. Le pays juste avant, il ne délivre pas de visa pour le pays d'après. Et c'est pas à la frontière. À la Hmm. frontière, c'est très très rare. Il y en a un ou deux à la frontière, et il y en a, enfin, peut-être un peu plus, trois quatre à la frontière. Et il y en a aussi quelques-uns en ligne, mais c'est toute une organisation, les visas. C'est pour ça que pour partir en Afrique, il faut avoir du temps. Ouais. Ceux qui traversent l'Afrique rapidement, ils font les visas avant. Mais moi, je trouve ça un peu triste de traverser un tel continent rapidement. C'est un peu contrario de Hmm. l'Afrique. Oui. Bon, c'est plus le temps et ce que vivent les gens, c'est l'instant présent, tout ça. Donc ça a du Mm. sens, ce que tu dis, de prendre son temps. Voilà. Est-ce que, voilà, là, tu t'es sur la route, tu parlais de galère, il t'est arrivé des choses. Je suis tombé dans une belle tempête de sable dans le sud du Maroc, un peu avant la Mauritanie, Mhm. où c'est que je ne voyais pas à 2 mètres, où c'est que j'ai dû m'arrêter, demander l'hébergement chez des locaux, parce qu'on ne voyait rien, rien, rien. C'était vraiment une vraie tempête de sable. Mhm. Et là, ce désert, ce sud du Maroc, c'est quand on part de Tam Tam, non, ou quelque chose comme ça. Et on est parti pour 1800 km de désert jusqu'à Nouakchott. Ok. Et 1800 km de désert, même si on fait 600 km par jour, ça fait 3 jours. Ouais. Et c'est franchement, c'est quand même costaud. Moi, Ouais. du vent, du sable, long, ligne droite. À un moment, j'étais à 150, t'as les dromadaires qui traversent. Tu te dis, oh, t'as pas vu le feu rouge ou quoi, le dromadaire? Non, non, on était chez eux, alors Et on peut ouais, rien dire. c'est clair. C'est un vrai désert, hein. On se sent un peu seul et tout. Mais c'est vraiment c'est intéressant. Mais c'est quand même déjà une aventure d'aller juste à Dakar. Ouais. Enfin, juste au Sénégal. Mais c'est une deuxième aventure quand on passe à la frontière du Sénégal pour soit la Guinée-Conakry, soit la Guinée-Bissau. Ça devient une autre partie de l'Afrique. C'est-à-dire, dans quel sens? Dans un sens,
ça devient vraiment l'aventure. Jusqu'au Sénégal, ils sont habitués aux touristes. Ils sont D'accord. habitués que les gens vont jusqu'à Dakar en moto, en 4x4. Ils voient des gens déjà qui font ce Voilà. genre d'aventure. Ok. Là, dès qu'on passe à la Guinée-Conakry, il y a beaucoup moins de monde qui le fait. Au Guinée-Bissau, moi, je suis passé en Guinée-Bissau. Et pour vous dire, ouais, une frontière, c'est là où j'ai pris mes premières pirogues. Ok. Mais T'as mis la bécane dans la pirogue? Voilà. Putain, je rêve de faire ça. Je sais pas Ouais. pourquoi, mais j'ai envie de mettre ma moto dans une pirogue et traverser une T'as rivière. envie de mettre tout ton argent dans une pirogue et prier pour pas que ça tombe. Et ouais, et en fait, c'est ça, quoi. Ouais, moi je suis avec la première Ouais. pirogue, j'ai mis une corde et tout. Je me suis dit si elle tombe, au moins je Ah saurais où elle ouais, est. c'est ça, c'est ça. Mais ça, c'est tellement l'image. Moi, je trouve que Mm. c'est tellement l'image de l'Afrique, tu vois, de mettre sa moto dans une pirogue et de traverser, tu vois, c'est. Ouais, et Ça ça me en fait, 4x4 on peut pas le faire. C'est pour ça que c'est non. beau de le faire en moto. Ouais. Et moi je l'ai fait mis 5 fois quand même la moto sur la pirogue. Tu l'as mis 5 fois. Enfin, T'as traversé 5 fois différents. 5 rivières différentes Ouais. en pirogue. Alors tu me parlais que bah, toute cette première partie, tu pourrais considérer que c'est accessible. Tu dis que c'est accessible dans quel sens d'aller au Dakar? C'est de C'est- par sa difficulté, de la part du fait que bah, finalement tout est à peu près bien fait en termes d'infrastructure. Tu dormais comment d'ailleurs? Est-ce que c'était plus en tente? Tu te logeais? C'était comment un peu le quotidien? Quand même pas mal de petits hôtels, quand D'accord. l'endroit me plaisait, la tente. Mhm. Et après, j'ai dit que ça va juste à Dakar parce que les gens le font. Il y a Mhm. tous les jours, il y a plusieurs personnes qui passent, quoi, des Tu croises touristes. des gens, tu crois, enfin tu vois quand même pas Ouais, mal de gens. Ok. quand même pas mal. 1 ou 2 par jour, quoi. Ouais. Et la route est à peu près bonne. Mais au final, la frontière Maroc-Mauritanie a été quand même la plus compliquée de ma traversée d'Afrique. Les bureaux sont à droite, à gauche, c'est pas bien expliqué. Bon, il y a des passeurs et je conseille de prendre un passeur. Ça coûte 10 euros environ. Et ça facilite beaucoup, beaucoup la tâche. Sinon, tu peux y passer 3-4 heures. Avec un passeur, tu passes même pas 1 heure. Mais c'est facile, mais enfin, non, c'est pas vraiment facile. Hein. Ça reste quand même l'aventure. Hein. Franchement, les 1800 km de désert, même moi qui étais en pleine forme physique, je les ai sentis passer. Ouais. Et donc là, tu passes Dakar. Tu dis que c'est une deuxième aventure. Comment les gens t'accueillent? Comment tu te... Alors, il y a peut-être un peu plus de francophones là, du coup, pour l'Afrique de l'Ouest. Tu arrives peut-être plus facilement à te débrouiller avec eux. Comment t'es perçu, ouais, un mec comme ça, tout seul, qui vient de France et qui voyage à moto? Comment t'es accueilli? Ah, plutôt bien. Enfin, la Guinée-Conakry, maintenant que j'ai traversé 20 pays en Afrique, je peux le dire, c'est quand même, je pense, les plus souriants d'Afrique. Le plus? Les plus souriants Ah d'Afrique, ouais, d'accord, ok. que j'ai vu du moins. Et pourtant, c'est ceux qui ont sûrement le moins de l'Afrique de l'Ouest. Et ils ont une économie très compliquée. Mais vraiment très sympa. Les routes bien cabossées. La capitale Conakry, moi je suis pas tombé pendant des émeutes, ça a été très Ah, compliqué. punaise, ouais. Il y a même eu des morts quand j'y étais. C'est le seul endroit en Afrique où j'ai sorti la caméra D'accord. et je me suis fait discret. Je devais aller faire un visa pour la Côte d'Ivoire. J'avais pas le choix d'aller en plein milieu du centre. Mais 2-3 jours après, j'ai appris qu'il y avait eu des morts parce qu'ils tirent pas au flashball là-bas, ils tiraient à la calache. C'est aussi quand même, ça m'a un peu quand même endurci l'Afrique aussi. Je reste beaucoup dans la bonne humeur, Ouais. mais ça m'a quand même un peu endurci, ouais. Ouais, j'ai parlé de comment les gens t'ont vu en arrivant en Afrique. Toi, tu as reçu comment tout ça là? Tu disais que tu n'avais jamais voyagé en Afrique. Tu parlais de la bonne humeur des, euh, des Africains. Mm. Mais c'est vrai que c'est paradoxal par rapport à ce que... Moi, j'ai eu la chance d'avoir pu faire un peu l'Afrique, mais je la connais très peu. Hein. Moi, je connais assez bien Madagascar. Mais après, c'est encore un autre pays dans un continent, hein, Madagascar, qui n'est pas encore l'Afrique continentale. Et puis après, Tanzanie, Afrique du Sud, qui est encore pareil, différent. Enfin, tous les pays d'Afrique, d'ailleurs, sont différents. Mais c'est vrai que c'est assez paradoxal, cette bonne humeur que j'ai ressentie. Et puis, bah, ce que tu peux... Surtout quand tu es en moto, tu traverses des villages, traverses des villes. C'est souvent les villes, moi, les villes, surtout sur les abords des villes, qui sont souvent qui sont difficiles parce qu'on voit des choses pas Ouais. toujours simples à voir. Toi venant du sud-ouest, même en ayant voyagé, mais bon, Nouvelle-Zélande, Ouais, ça n'a rien à voir. ça Hein. n'a rien à voir. Donc, comment tu ressens les choses là? Comment tu prends tout ça là? Ah, ça m'a quand même bien déstabilisé. Ça m'a bien déstabilisé, surtout quand j'ai rencontré des gens de mon âge. D'accord. Parce que là, tu t'identifies vraiment à eux. Hmm.
Et ouais, je me rappelle d'une rencontre où c'est qu'une fois, j'étais en Guinée-Conakry. Là, je vois des gens qui vivent dans des petites huttes, tout en terre, et avec plein de vaches à côté. Et je Ouais. m'arrête et tout. Je dis, mais ils vont avoir peur. Non, il y en a un qui vient. Il commence à me parler en français. Je lui dis, mais comment ça se fait que tu parles français? Il me dit, ah, je suis allé un peu à l'école, mais toute ma famille ne parle pas français. Hmm. Du coup, il me fait visiter. Ils avaient environ 500 vaches. C'était super, super intéressant. Et on avait le même âge. Et moi, je lui ai dit, maman, moi aussi, je viens d'une ferme. Et il m'a dit, oui, mais pas du même pays. Et c'est Hmm. vrai que qu'on n'a pas. On était tous les deux issus d'une ferme, mais pas du tout du même milieu, quoi. Lui, il dormait par terre dans sa hutte tout l'été. Et après, l'hiver, il rentrait dans une maison. Mhm. Mais tout l'été, il était par terre avec sa famille. Par contre, c'était paradoxal parce que il dormait par terre avec sa famille, mais il avait un smartphone autour du cou. Ouais. Et maintenant, en Afrique, la téléphonie s'est beaucoup développée, et Mhm. Internet aussi, les réseaux sociaux aussi, beaucoup TikTok. Et bon, TikTok n'est pas toujours bien utilisé en France et en Afrique aussi. Des fois, Mhm. ça leur bourre un peu le crâne Ouais. de tout et n'importe quoi. Mais cette rencontre-là, des jeunes, une fois, j'ai rencontré un autre jeune qui s'appelle Michael, d'un petit village en Côte d'Ivoire. Et lui, il travaillait dans les mines d'or. Et je suis D'accord. resté 3 jours avec lui, j'ai visité son village. On allait aussi voir où c'est qu'il faisait pousser les fruits et légumes. Ça, tout ça, c'est sur ma chaîne YouTube. Et ça, vraiment, c'est plutôt les rencontres de mon âge. Les gens, quand ils avaient vraiment mon âge, je me suis dit, ah, punaise, à la loterie de la naissance, on a vraiment sorti Hmm. le gros lot, même si on ne veut pas toujours l'avouer. On a vraiment eu le gros lot. Et de savoir que ça, par contre, c'est de la chance. Et bon, ça remet un peu les idées en place. Je le savais déjà un peu avant de partir, Ouais. mais vraiment de le vivre, et surtout avec des gens de son âge, Mhm. c'était ça, Ouais, ouais. tu fais une comparaison, une connexion, c'est sûr. Moi, j'ai une petite fille maintenant qui a 4 ans. Et c'est vrai qu'en voyageant à l'étranger, en Afrique, moi, c'est aussi beaucoup les enfants. C'est vrai que tu as beaucoup d'enfants qui sont dans les rues et t'en vois forcément beaucoup. Et donc, bien sûr, tu fais des comparaisons et c'est des choses marquantes. Alors, c'est des choses qui sont marquantes, mais qui gâchent pas le plaisir de rencontrer les autres. Enfin, les Mm. autres, les gens, hein, je parle. Quand je dis les autres, c'est pas péjoratif, mais c'est vraiment rencontrer les gens. Et comme on le disait tout à l'heure, moi, ça m'a redonné plus foi en l'humanité de voyager qu'à l'inverse. Et l'Afrique, pour ça, c'est vrai que c'est beau. On parlait de bonne humeur, mais aussi d'hospitalité. Sur ta chaîne et tes vidéos, on voit que tu parles beaucoup aux gens. Tu rencontres beaucoup de gens. Et ça, c'est un axe qui est important. Je le cite beaucoup, c'est Thierry Florec qui dit qu'on n'est pas là que pour consommer des kilomètres et qui est passé dans ce podcast. Et je trouve que c'est vrai, tu vois, on n'est pas là pour faire Toulouse, Cape Town d'un coup, quoi. Bah, c'est cool en fait de s'arrêter, de discuter, des fois de Mm. passer 10 minutes, 1 heure, 3 jours, 4 jours. Comment toi tu voyais les choses là quand tu voyageais? Moi, oui, je le vois beaucoup comme ça. Après, en ce moment, sur les réseaux, j'ai l'impression de voir un peu la course au kilomètre. Hmm. Et c'est vrai que ça, moi, c'est une façon de voyager ou de consommer la moto qui me plaît moins. Même en France, hein, il y en a, ils veulent faire 600 km dans la journée. Moi, je trouve pas ça très intéressant. Et moi, j'aime beaucoup rencontrer les locaux. C'est ce que je disais au début. Moi, c'est J'irai dormir chez vous et Une Ouais. culottée qui m'inspire et qui m'inspire encore. Et si on veut sortir grandi de ces expériences-là, il faut discuter avec pas mal de monde, essayer de voir comment ça se passe. Et on apprend pas mal de choses. Moi, une mine d'or, j'avais jamais visité une mine d'or. Hmm. Et là, j'ai pu visiter des mines d'or, mais plein de choses comme ça, quoi. Il y a des choses tu m'as dit, qui t'ont marqué, donc parce que par rapport aux gens de ton âge, est-ce qu'il y a des choses vraiment hyper positives, tu vois, qui t'ont vraiment marqué dans ce voyage? Alors j'imagine qu'il y en a plein, Mm. parce que quand tu voyages, c'est tous les jours, toutes les heures, toutes les secondes qu'il y a des trucs incroyables. Mais si tu dois un peu retenir quelques moments forts de ce voyage, ça a été quoi? Euh, Là, il y a tellement de choses, c'est un peu vaste. Les moments forts, quand même, c'est quand je suis arrivé en Afrique australe que j'ai rencontré les animaux. C'était un truc que j'attendais depuis 10 mois. C'était quand même Ouais. vraiment les moments forts. Même si les moments avec les humains ont été très forts, mais ça, j'en ai eu plein. Et d'attendre vraiment les animaux, Mhm. la savane. L'Afrique, il y a plein de paysages différents, hein, que ce Mhm. soit le sud, le nord, le Carrément. milieu. Il y a quand même. Là, au milieu, c'est très tropical. Sinon, le reste, c'est un peu désertique. Enfin, ça dépend. Mhm. Et les animaux, ça a été vraiment les moments les plus joyeux quand j'ai Qui rencontré. marque, ouais. Mais les rencontres humaines aussi. Mais il y en a eu tellement que je sais Mhm. pas, là. Ça me perd un peu.
Ouais, j'imagine. C'est vrai que, tu vois, là, je reviens d'Afrique du Sud et c'est la première fois que je faisais un safari, quoi, tu vois. Et donc là, moi, j'étais avec ma famille et enfin, on est allé au Kruger. Et le Kruger, on a eu la chance de voir des lions, des éléphants. Et c'est vrai que c'est assez magique, quoi, hein. C'est Mm. vrai que c'est. Puis, et puis, c'est dans l'imaginaire, quoi. Tu parles d'Afrique, tac, tu vois tout de suite les animaux. On a grandi avec le roi lion, les machins. Enfin, là, t'es dedans, quoi. Tu vis ces choses-là, hein. C'est sûr, c'est fort, très, très fort. Ouais, mais c'est pas partout en Afrique qu'il y a des animaux. C'est C'est beaucoup vrai. dans Mm. l'Est et dans Mhm. l'Afrique australe. Mhm. L'Afrique de l'Ouest un peu moins, ou après dans la jungle et tout ça. Après, il y a pas mal aussi de viande de brousse. Alors, ils tuent quelques singes, serpents. Comme je me rappelle d'une histoire, une fois, on me dit, ah, il y avait un hippopotame dans la rivière. 3 jours après, il me dit, ah, une fois, on a mangé de l'hippopotame. Mais je les Eh comprends, hein. ouais, de toute Nous, façon. on ferait pareil. Enfin, euh, on chasse aussi en France. euh, Pendant les périodes difficiles, on mangeait tout, hein. mm. T'as mangé des trucs un peu particuliers en Afrique? Un peu, mais je suis pas très friand de ça. J'ai mangé du Ouais. porc épic, des Ouais. choses comme ça, mais je suis pas très très friand des. Friand par le fait que ça soit un animal pas destiné à être mangé, tu vois, dans l'esprit, ou c'est parce que. Non, je suis un peu compliqué sur la nourriture. Ok, c'est le fait d'être. Ok. Je pense que mon frère, lui, il aurait tout mangé, mais moi, non. Ah, c'est chaud, il y a des trucs qui sont un peu chauds, hein. Moi, en Thaïlande, j'ai mangé des insectes, des machins, mais ouais, ouais, la bouffe, en plus, en étant français, il faut faire. Enfin, on aime bien Mm. manger, donc des fois, ça peut être un peu compliqué, mais Ouais. ça fait partie de l'aventure. Après, je sais pas si moi j'aurais mangé, si on m'avait présenté de l'hippo, est-ce que je l'aurais mangé? Je sais Bon, les pas. pots, moi, j'aurais peut-être mangé quand même. Ouais. Mais quand je vois le singe au bord des routes, j'ai Ah, pas c'est envie de chaud, hein. manger le singe. Ouais. La vipère, les serpents, j'en ai vu au Sénégal. Une fois, il y avait un guide qui m'avait mené voir des pitons. Ouais. Moi, c'est passé qu'au Sénégal, les pitons, on allait les voir à la longue vue. Il m'a ramené à 2 mètres. Mais lui, il les mangeait plus. Hmm. Mais quand j'ai vu des serpents à vendre au bord des routes, c'est plutôt vers le Gabon et le Cameroun. Ouais. Mais Et c'est comment le porc-épic? Tiens, le porc ça épic, c'était en sauce et tout, c'était pas mal. Mais moi, Ouais. ça me faisait un peu bizarre parce que une fois, quand j'étais petit avec ma famille, on était allé au zoo Ouais. et j'étais revenu à la maison avec une pique de porc épic. Oh, Et du putain. coup, c'était un peu, je me disais, Ouais, le parallèle, ouais, il le est un parallèle peu, était peu moyen. bizarre. Mais au final, c'était pas exactement les gros porc épics qu'on a dans les zoos ici. Ouais. C'était des petits porc épics. Mais ça, je l'ai compris après. Mhm. Et c'est en me posant plein de questions, en m'arrêtant à chaque fois que je voyais quelque chose, je m'arrêtais, tout ça. Des fois, maintenant, en ce moment, je mets beaucoup de vidéos sur Instagram. Ouais. Et des fois, certaines personnes me disent t'es mal poli, t'es trop curieux, t'es là. Mais moi, c'est grâce à ma curiosité que j'en suis là. Et quand je m'étais arrêté à demander à la femme qu'est-ce que c'était comme serpent qu'elle vendait, Mhm. c'était pas une question pour la juger, c'était une question pour apprendre. C'est Bien là que sûr. j'ai appris que c'était les vipères du Gabon, que le petit animal à côté, c'était du porc-épic. Mais c'est ça qui est intéressant dans le voyage, c'est justement apprendre des cultures différentes, comprendre pourquoi bah, ils font ça. Tu disais, nous, on chasserait le sanglier, ça, il paraîtrait peut-être bizarre, j'ai une bêtise. Parce que, Non, ou les escargots, par exemple. Nous, on mange ouais, bien des voilà, t'as escargots. raison, t'as raison, les escargots. Mais attends, Les, vous mangez des escargots, vous êtes des fous, quoi. les Donc, grenouilles, ouais, 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 c'est carrément. pas beaucoup mieux, hein. Donc ouais, ça permet de franchir, et le voyage sert à ça, de casser des barrières et de comprendre, Mm. et forcément quand c'est à 360 degrés, ça fait ou à Ouais. 180, ça fait bizarre, quoi, tu Mais vois. moi, je veux rester toujours très curieux. Hmm. C'est vrai que certaines disent que c'est mal poli, mais aussi beaucoup en Afrique, ils aiment beaucoup le vouvoiement. Moi, je tutoie quasiment tout le monde, mes Ouais, patrons aussi, tout le monde. ouais. Et c'est vrai que ça. J'ai pas eu beaucoup de problèmes avec les gens quand j'ai traversé l'Afrique, mais depuis que je mets beaucoup de vidéos sur les réseaux, sur Instagram, c'est vrai que c'est assez virulent des Ah fois. ouais, d'accord, ouais. Mais bon, C'est ça la peut vie se des comprendre réseaux, aussi. quoi. La vie des réseaux, Voilà, eux donc, sont beaucoup appuyés au vouvoiement. Et hmm. après, c'est toujours facile de critiquer, mais de faire, c'est toujours plus dur. Ah bah, c'est plus facile d'être dans son canapé, ouais, ça c'est clair, ouais. Ouais. Mais moi je suis très étonné par ce que tu as vécu et ce cheminement, parce que en fait c'est très, très jeune, et là tu as 25, hein, c'est ce que Ouais, tu disais, et d'avoir traversé l'Afrique, c'est fou. Donc il y avait cet objectif d'aller et de traverser l'Afrique. Tu arrives au bout de l'Afrique, qui est l'Afrique du Sud. Euh, c'est quoi les prochaines étapes? Mm. Et déjà, avant de parler de la suite, euh, tu m'as dit que tu retenais des choses qui étaient importantes avec les jeunes, etc. Euh, Chaque voyage apporte quelque chose. La Nouvelle-Zélande, ça t'a apporté quelque chose. Maintenant, toi, ça t'a apporté quoi de vivre cette aventure en Afrique?
ça m'a apporté quand même quelque chose de pas trop joyeux, c'est que ce monde est cruel, Mhm. que qu'on vit dans un monde cruel et pour l'instant là c'est difficile de le changer, qu'on aura toujours des désaccords entre humains et que ouais, un monde de paix c'est vraiment pas facile à construire. Mhm. Et bon, mais ça m'apporte aussi qu'on est tous frères, tous cousins. Et ça, franchement, en Afrique, je l'ai bien remarqué. Et ouais, moi, je les appelle mes frères, mes cousins. En Mhm. Afrique, c'est beaucoup très familier. On dit toujours oh tata, comment ça va? Oh Ouais. tonton, comment ça va? Mhm. Oh mon frère ou ma soeur. Et non, ça m'a appris qu'on était tous frères. Et ça, c'est vraiment, vraiment vrai. Et me tarde de découvrir les autres continents pour voir si j'ai toujours ce discours-là. Mais ça m'a quand même rendu compte qu'on est dans un monde cruel, Pourquoi tu dis ça du coup? que la loterie de la naissance, ça joue Ouais, déjà beaucoup. ça t'a marqué, ouais. Ça joue beaucoup. Mhm. En plus, même s'ils veulent venir en Europe, c'est très compliqué, surtout sans les papiers. Après, avec les papiers, il y en a quand même qui arrivent à venir. Il ne faut pas Mhm. croire que c'est vraiment bloqué. Quand il y a les papiers ou qu'ils ont des bonnes notes à l'école ou un peu d'argent dans la famille, ils arrivent quand même à revenir. J'ai quand même rencontré beaucoup de personnes qui étaient déjà venues en France ou en Europe, hein. Ok. Mais, mais voilà, quoi. Pour moi, c'était toujours ce truc de la loterie de la naissance. Mhm. Mais bon, c'est comme ça, il faut pas se pleurer dessus. Moi, je suis né en France, eux, ils sont nés là-bas. Nous, on a des facilités ici, eux, ils ont d'autres facilités là-bas. Ils vivent d'autres choses, ils vivent les choses différemment. Et... Ouais, c'est sûr. Mm. C'est sûr. C'est sûr. Mais je comprends ce que tu dis. Est-ce que, là on revient sur la moto avant de passer aux autres aventures, parce que j'ai envie de savoir comment elle s'est comportée. Je te disais que j'avais alors j'ai pas une World Raid, moi c'est une 700 Extreme, mais comment s'est comportée cette moto? Tu parlais de fiabilité Mm. avant, peu d'électronique. Alors là, tu as combien de kilomètres au compteur là en Afrique? Là, en Afrique, 35 000 et en tout 45 000. 45 000 en Mm. tout. Donc, comment elle s'est comportée en Afrique? Est-ce que tu as vécu des galères? Est-ce que le poids dont je t'ai parlé, ça a Mm. été un problème au final dans les passages sur ces fameuses pirogues? Voilà, parle-nous de cette Ténéré, comment elle s'est comportée avec toi, bien sûr, qui la pilote. Ah ben, la Ténéré s'est très bien comportée. L'amortisseur de direction qu'ils ont rajouté par rapport à certains autres modèles était vraiment bien. La fourche aussi. Le double réservoir était bien pratique dans certains endroits où il n'y a eu pas trop d'essence. Mais bon, je suis quand même tombé en panne en Mauritanie. Ouais, Mais bon, après, j'ai trouvé des gens pour m'aider. Le fait qu'il y ait peu d'électronique, ça a été vraiment bien. Le seul petit souci que j'ai eu, c'est que j'ai cassé le contacteur de béquille. Mais ça, c'est pas grand-chose. ouais, Ça m'arrivait dans une galère, enfin, dans une piste de fou au Nigeria. Ça m'a pris 1 minute de la réparer. Je savais que c'était ça. Je me suis douté que c'était ça. J'ai sorti la pince. J'ai d'une idée. Il faisait nuit. Je savais pas où dormir. C'était la pire piste que j'ai pris de ma vie. Mais au ouais, final, c'est une bonne aventure maintenant. Et la moto, un poil lourde, pour moi, il faut vraiment pas prendre plus puissant et pas ouais, plus lourd. Mais sinon c'est vraiment une mm, chouette moto ouais, pour quand même un grand gabarit. Après, maintenant, il existe des kits de rabaissement, ouais. un peu pour baisser les billets d'amortisseur, qui arrivent quand même à des gens qui font des fois 1m75, Mm, voire un peu moins, à réussir à conduire des Ténéré. Souvent, beaucoup de personnes disent que c'est un peu une moto dédiée aux garçons, mais on commence à mm. voir de plus en plus de filles dessus. Et c'est chouette de voir tout ça, ouais. Ouais, carrément. Non, mais c'est cool, c'est rassurant pour mon achat. Mais bon, il y avait cette idée déjà en tête de vraiment de faire un voyage au long cours un jour avec cette Ténéré. Mais c'est bien, et c'est bien de se dire que... Parce que au final, le matériel, le matos, quand tu pars en voyage, c'est quand même une part importante. Je sais pas si tu gères un peu la mécanique, mais de se dire déjà qu'on a une moto qui est sur le papier fiable. Ça rassure quand même beaucoup parce qu'on se retrouve des fois dans des zones qui sont quand même bien isolées, quoi. Voilà, ouais, avoir une moto fiable, ça rassure beaucoup. Et Mm. non, j'ai pas de base en mécanique. Ok. Pour vous dire, j'ai même appris à changer la chambre à air, réparer une fuite 2 jours avant le départ. Et après, petit à petit, j'avais appris. J'ai crevé une fois au Maroc et après, un peu plus loin, j'ai crevé. Et des fois, les locaux m'aidaient un peu. Mm. Et Ouais, avec les bons outils, c'était pas mal. Mais c'est vrai que partir avec une moto fiable, ça enlève pas mal de choses. Et le fait qu'il y ait peu d'électronique, c'est vraiment bien. Elle ouais. en a quand même un peu, mais pour l'instant, c'est très fiable. C'est le moteur qui est monté dessus, est monté sur énormément de motos et il est connu pour sa fiabilité, quoi. Bon, trop bien. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose pendant ce voyage quand c'était des moments peut-être un peu plus difficiles, qui t'ont motivé, des pensées ou une Mm. citation, quelque chose qui te dit, ou une chanson des fois, qui te dit, Mm. ouais, c'est bon, je lâche rien là, j'y vais, quoi. Non, moi, pas souvent, mais j'ai sorti quelques fois des photos de proches
Ouais. Et ça, c'était un peu ma source de motivation. Ouais. Ouais, parce que j'imagine qu'on est un peu en dents de scie dans un voyage comme ça, au long cours. Là, des fois, on a des envies, des fois, on n'a pas envie en fait de se lever, de démarrer la Mm. moto. Euh, comment tu as vécu ça en termes J'ai pas eu de beaucoup, mental? j'ai pas eu beaucoup de down. Moi, Ouais. j'ai eu quand même pas trop de points bas. Ça s'est quand même plutôt bien passé. Et le fait de sortir une vidéo par semaine, ça m'a motivé. Ça fait une connexion avec, Ouais. avec les gens. Ouais. Ok. Et les gens, je sais que j'avais pas mal de monde qui me suivait. Moi, ça me motivait à sortir. Et c'était une aventure de sortir une vidéo par semaine sur YouTube Ouais. en direct quand j'étais là-bas, quoi. Mhm. Ce que je publiais le lundi soir, c'était filmé dans la semaine. Mais après, ça s'est quand même mieux passé que ce que je pensais, l'Afrique. Hein. Ouais. Ça a été plus simple et Tu t'imaginais des choses plus difficiles, ouais, plus dures. ça a Ok. été moins dangereux, Mhm. voire presque pas dangereux, et plus simple que ce que je pensais. Moi, j'ai pas eu de gros soucis. Tu t'imaginais quoi dans le fait d'être dangereux? Ben, au début, on a beaucoup de peur qu'on nous vole des choses sur la moto. Ok. Et au final, ils sont très respectueux de la moto. Même pour la prendre en photo, ils te demandent s'ils peuvent prendre la moto en photo. Mhm. Et pour eux, là-bas, c'est un vaisseau spatial. Ouais, tu m'étonnes. C'est un vaisseau spatial. Bon, après, dans certaines capitales, ils sont habitués quand même au T7 et tout ça. Ouais. C'est pour ça que c'est bien de partir avec une T7. Par exemple, à Dakar ou dans les grandes capitales de l'Afrique de l'Ouest, on retrouve des gens qui ont des T7 et on peut essayer de trouver D'accord. un peu quelques pièces. À Abidjan, il y a Mhm. il y a une grosse communauté motarde à Abidjan. D'accord. Et on trouve des pièces. Mais voilà. Trop bien. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un? Alors, tes vidéos, l'avantage, c'est qu'ils te donnent envie de traverser l'Afrique. J'espère que l'épisode qu'on est en train de te filmer et d'être enregistré donneront envie aussi aux gens de partir. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est en vie, là, tu vois, qui a besoin de basculer? Tu lui dirais quoi? Pour traverser l'Afrique, Ouais, ou voyager, quoi, tout simplement. pour voyager, qu'est-ce que je lui dirais? Ouais, c'est un peu bateau, mais qu'on n'a qu'une vie, quoi. Hmm. Qu'on n'a qu'une vie, que les gens qui nous entourent, ils l'ont vécu comme ils voulaient ou comme ils pouvaient. Par exemple, nos parents et tout ça, moi je leur dis souvent, hein, vous l'avez vécu comme vous voulez ou comme vous pouvez, mais moi je vais essayer de vivre mes rêves. Et bon, rester quand même droit dans ses bottes et croire en soi, comme je l'ai dit depuis le début de ce podcast. C'est quoi la suite? La suite, c'est continuer le tour du monde, parce que pour moi, l'Afrique n'est qu'une Une étape. étape, ouais. J'avais fait l'Europe un peu avant, j'ai fait un tour d'Europe aussi que j'étais allé monter voir mon frère en Norvège, puis j'étais allé en Finlande, en Pologne, en Roumanie avec la Yamaha Tenere World Red, ma moto, que j'ai acheté sans l'avoir, je l'ai précommandé. Je l'ai vu je l'ai vu sur palette la moto, Ouais. c'est moi qui fais les 0 km. Quand j'ai acheté la moto, j'ai dit au concessionnaire, dans 3 jours je reviens, on fait la révision des 1000 km. Et voilà, les 10 000. Mais du coup, la suite, c'est l'Amérique du Sud. Dans un mois, moins d'un mois, 2 semaines, j'y pars. Trop bien. L'Amérique du Sud pour 8 9 mois. Continuer à faire pas mal de vidéos. T'attaques par où? J'attaque par l'Uruguay. Ok, ouais. Après, je vais un peu aller en Argentine, puis au Brésil, puis Ouais. après en Patagonie Trop et bien. remonter. N'hésite pas à aller au Pérou. Ah, tu connais un peu? Ouais, bah avec Vintage, j'ai eu la chance de pouvoir guider le Pérou et c'est une destination incroyable qui est blindée d'histoire, qui est très, qui est magique en fait, hein, parce que bah tu vois les Incas, il y a quand même plein de mystères autour de cette civilisation. Et puis les paysages, en termes de moto, c'est incroyable parce que tu passes des cols à 4500 mètres d'altitude et tu redescends en Amazonie, tu vas au lac Titicaca. Enfin, c'est juste franchement magique. Et puis, c'est une vraie destination moto parce Ok. que les infrastructures sont quand même plutôt bonnes, hein. Les routes sont très bonnes et donc il y a des routes de col qui sont incroyables. Et puis, il y a des grosses sessions off-road qui sont belles mais qui sont faciles à gérer, tu vois. Donc le Pérou, vraiment, je te conseille. Alors c'est facile pour moi de te conseiller le Pérou parce que j'y étais et les autres pays, Ok, mais je je note, je connais la note. Colombie. La Colombie, c'est génial aussi. J'ai eu la chance d'y aller. Mais après, je connais pas le reste. Bolivie aussi. Bolivie, enfin, franchement, c'est tout simple, hein. Mais moi, Tous les pays qu'on fait, en général, ils sont magnifiques. Hmm. Mais le Pérou, pour le coup, c'est à part. Tu vois, le fait que les civilisations comment
Inca Inca, ait ouais. vécu là. Alors après, forcément, il y a des zones touristiques, hein, Machu Picchu, tout ça, c'est très touristique. Mais c'est des gros highlights, quoi, parce que c'est fort quand même. Ouais, ben, il me tarde beaucoup d'être en Amérique du Sud. Moi, c'est un continent qui m'attire depuis le début, Ouais, plus que l'Afrique même à la base, pour être honnête. d'accord. Alors, j'en attends, enfin, j'essaie de ne pas avoir trop d'attentes pour pas être déçu. Ça, Bien c'est un sûr. peu Ouais. ce qu'il faut dire aux gens qui veulent voyager. Il Mm. faut pas trop avoir d'attentes Mm. parce que des fois, on peut être déçu. Ouais, et puis Mais pas se spoiler, tu vois, voilà. dans l'idée de vivre l'instant présent, de se dire, bah tiens, je vais découvrir sur Mm. place, et c'est génial en fait. Ouais, moi je me renseigne rien du tout. Là, je me suis quasiment rien renseigné sur l'Amérique du Sud. Et au moins, ça me donne la curiosité d'aller voir les gens, me dire ah, comment ça se passe là-bas. Il n'y a pas des trucs beaux. Mm. Quand je rencontre d'autres voyageurs, me dire ah, qu'est-ce que vous avez fait, tout ça, m'oblige à parler aux gens. Après, je prends des notes et j'organise quand Ouais. je suis là-bas. Mais l'Amérique du Sud, ça va pas être non plus la fin du tour du monde. Après, je vais continuer le tour du monde. Je voudrais bien aller en Australie et en Ouais. Asie. L'Amérique centrale et du Nord, je ne sais pas trop encore. Peut-être. Mais c'est en tout cas, j'en ai encore pour quelques années. T'en as pour quelques années. Bah écoute, on te suivra. Et puis ce qui pourrait être cool avec Seb, serait de te faire un live en Amérique du Sud. Ouais, On ferait un truc comme ça, tu vois, ça pourrait être cool. Et puis à ce moment-là, on aurait peut-être la communauté qui pourrait poser des questions quand tu es en direct, tu vois. Donc ça pourrait être marrant au Pérou, tu vois. ouais, ouais. Après, quand ça fait quelques mois que je serai en Amérique du Sud, que je pourrais en parler dessus, ouais, ça peut être très Ouais. intéressant. Du coup, l'espagnol. L'espagnol, bah, zéro, on va dire pas zéro, mais un peu plus. Ouais, j'ai une technique, tu mets des sion ou des a ou des o à la fin de chaque mot en français, des fois ça passe. Ouais, ouais, Ça passe souvent tout le même. monde dit un peu ça. Mais non, moi, je vais étudier quand même l'espagnol. Je Ouais, vais télécharger des applications pour apprendre les langues et ouais. tous les matins ouvrir un livre pour essayer d'apprendre. Bah, c'est cool, ouais. Ça me passionne aussi d'apprendre les langues Ouais, c'est maintenant. important. Enfin, c'est important. Moi, je trouve que c'est hyper bien, ouais, Hmm. de connaître la langue du pays. Ça permet d'être. Ouais. Déjà de montrer qu'on n'est pas là que pour consommer des kilomètres. Juste de parler de trois mots, c'est cool. Mais ouais, moi en plus, c'est un peu ma revanche quoi, sur mes années de collège, que j'ai Ouais. arrêté l'école à 14 ans pour partir travailler dans le bâtiment. Ouais. Et au collège, j'étais dispensé d'anglais, comme je l'ai dit plus tôt. Et c'était beaucoup de difficultés pour les langues. Alors Mhm. maintenant, d'apprendre les langues, c'est bien. Et il ne faut pas que les gens perdent espoir, ceux qui ne parlent pas les langues. À n'importe quel âge, on peut apprendre. Et petit à petit, moi, à l'époque, quand j'étais au collège, ça faisait trop pour moi. Et je pense que pour beaucoup aussi. Mhm. Mais il faut aller dans les pays, s'initier. Tous les matins, tous les jours, travailler un peu. Pas choisir la facilité de traîner avec des Français. Et Ouais. voilà. Écoute, on va passer aux questions un peu décalées, tu sais, Ok. du podcast. Euh, Est-ce que tu es plus fèche-fèche ou glaise à moto? La glaise, c'est pas bon, hein. C'est pas bon la glaise, hein? La glaise embourbée, non, non, fèche, même si tu tombes, c'est pas grave, tu tombes dans le Les, sable. les douaniers, ils sont sympas? Les douaniers, bon, ça dépend lesquels, mais quand même, la plupart sont sympas. Il y a eu quelques fois, j'ai eu des problèmes avec la police, mais les douaniers, quand même, sont plutôt très sympas. Ouais. Le mafé? Le mafé, ça, c'est bon, ouais. C'est bon ça. Écoute, merci Benoît. Franchement, j'ai passé un vrai bon moment avec toi. Forcément, j'ai à peu près la même moto que toi, et ça donne envie de traverser l'Afrique. Tu m'as bien projeté sur cette aventure, et puis j'ai beaucoup aimé cette idée de partager cette expérience, et surtout le cheminement. Tu vois, quand on voit des gens qui traversent l'Afrique ou d'autres pays, on se dit mais moi je suis pas capable. Mais en fait, on remarque aussi qu'on peut faire des belles aventures, comme tu as dit, en France, en Europe. Il n'y a pas que la moto, hein. Nous, on parle bien sûr d'aventure moto, mais il y a plein de petites aventures qu'on peut vivre un peu au quotidien, ou une fois dans l'année, un été, comme ça, et qu'il n'y a pas d'âge aussi, qu'on peut partir très jeune, qu'on peut partir Hmm. avec un peu plus d'expérience, etc. Il n'y a vraiment Ouais. pas d'âge. Et Et ça, filles et t'en es la garçons preuve. aussi. Comment? Filles et garçons aussi. Les Carrément. filles partent de plus en plus Hmm. à l'aventure et tout ça, sur les réseaux de tout âge. Là, il y a une Bien fille, je sûr. suis en train de suivre. Je pense qu'elle a la soixantaine. Elle est Mhm. en train d'aller à Dakar en vélo. Et franchement, c'est quand même Incroyable. beau les réseaux sociaux pour voir plein de choses comme ça. Ou une femme de 80 ans qui est en train de traverser l'Afrique de l'Ouest en moto. Mhm. Enfin, il y a pas mal de choses et Bien sûr. c'est sympa. On a eu Charlotte qui est passée sur ce podcast, qui est partie de Londres jusqu'à Cape Town. Entre-temps, elle a eu un gros accident, elle a dû Ouais. Je rentrer. sais. Et on a fait 2 épisodes parce que bah, du coup, voilà. Et c'est sûr qu'il y a pas d'âge, il n'y a pas de genre. Il y a juste l'envie de rencontrer les autres, de voir des choses différentes, d'apprendre une culture, d'apprendre une langue. Et ça, c'est l'essence même de l'aventure.
Et oui, le podcast avec Charlotte, je l'avais écouté, même Ouais. les deux. Et ça m'avait bien aidé. C'est vrai que l'accident qu'elle a eu au Nigeria, il me semble, Ouais, c'est ça. il faut pas oublier quand même que c'est dangereux. Il faut pas, moi, le petit conseil que j'aurais envie de donner, c'est ne pas rouler fatigué. Mhm. Des fois, se prendre des petites nuits d'hôtel, parce que quand même dormir dans la tente, c'est très fatigant. Et rouler à son rythme. Moi, à chaque fois que je roule avec un groupe, je dis tout le monde roule à son rythme. Personne ne suivre celui de devant. On s'attendra à tous les croisements. Tout le monde roule à son rythme parce que moi, je viens d'une famille de motards et mes parents ont perdu beaucoup d'amis à moto. Mhm. Et ça, il faut pas l'oublier quand même aussi. Bien sûr. Qui aimerais-tu écouter sur ce fabuleux podcast qui est Rider Radio? Euh, J'aimerais écouter, s'il te plaît, Antoine Duval. Antoine Duval. Eh bien, écoute, je ne connais pas. Si tu le connais, c'est quelqu'un Je ne l'ai qui... pas encore rencontré. C'est Ouais. quelqu'un qui est parti... pareil, il faisait des vidéos toutes les semaines sur YouTube. Mais il Ouais. est parti de l'autre côté. Il est peut-être parti vers... comment on appelle ça, l'Iran, l'Irak et tout ça. Ok. Et super sympa, avec une petite moto. Je crois que c'est peut-être une Royal Enfield. Et Eh bien, écoute, l'invitation est envoyée. Je contacterai Antoine Duval de ta part. Et ce serait avec plaisir encore d'écouter de nouvelles aventures. Merci, franchement. C'était vraiment un très, très, très bon moment. Je te souhaite beaucoup de plaisir en Amérique du Sud. J'ai quelques contacts. Donc, si tu as envie de rencontrer des gens en Amérique du Sud, je te les filerai avec grand plaisir. Et ouais, ben, merci kiffe beaucoup. bien. Merci énormément, Rechad. Et merci à Sébastien qui nous filme aussi. Ouais. Ça permet Il est malade en plus aujourd'hui. Ouais. Il s'est plaint tout le temps, là. Non, c'est un amour. C'est un amour et ça permet d'avoir en vidéo, c'est chouette. Hein. Merci Seb, à bientôt. Merci Benoît. Et vraiment, ouais, la prochaine. Alors j'espère qu'on se verra avant, mais la prochaine fois qu'on s'est au téléphone, ça sera sans doute en Amérique du Ouais, Sud. pour le visio, Yes. ça va être sympa. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.